Bonsoir, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. Alors, désolé pour le petit retard, on a quelques minutes de problèmes techniques derrière nous, mais on a réussi à tout résoudre normalement. Voilà, on vous accueille pour comme d'habitude, 2 petites heures à peu près pour débriefer le Grand Prix du Mexique qui a eu lieu ce week-end. Un Grand Prix remporté par Carlos Sainz devant Lando Norris et Charles Leclerc. Grand Prix qui a été marqué par pas mal de batailles en piste et par une petite intervention de la FIA à ce sujet, on y reviendra. On est 3 ce soir pour en parler, avec moi il y a Franck, ça va Franck? Salut tout le monde, je suis outré par Max Verstappen. Pardon. Direct. Ah, on en a gros. Les pieds dans le plat, direct. Il faut des fois, il n'y a pas besoin d'attendre. Il y a aussi... Ouais. Non, super Grand Prix, bien animé, c'était un peu roue libre en piste, mais voilà, ça donne l'occasion effectivement de faire un petit débrief qui sera animé. Voilà, le Grand Prix est animé, les fans ont aimé, donc les audiences étaient là, donc c'est parfait, c'est la Formule 1 qu'on aime des fois pas, mais il faut de ça pour en faire parler, c'est bien. Exactement, c'est vrai que ça a été agité, il y a eu des controverses comme très souvent, mais évidemment, on est là aussi pour en parler. Et justement, il y a aussi Alex qui est avec nous pour en parler. Ça va Alex? Ça va, ça va. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai l'impression qu'on a eu presque le même Grand Prix, sauf que cette fois-ci, la FIA n'a pas laissé passer les dépassements dans tous les sens du terme de Verstappen. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a eu des sanctions et pas des petites. Alors évidemment, on va commencer par parler de Ferrari. Je voulais d'abord remercier Alex Barnetti qui s'est abonné. Merci pour ton soutien et puis voilà, bonjour à tout le monde dans le chat et tous ceux qui évidemment ne participent pas. Et je vous propose qu'on attaque directement évidemment par Ferrari puisque pour la deuxième fois consécutive c'est la Scuderia qui s'impose. Carlos Sainz a fait la pole position et a remporté la course. Charles Leclerc termine troisième. La Scuderia qui a marqué 96 points en 2 courses avec le sprint d'Austin, la course d'Austin et la course du Mexique. Donc on est comme qui dirait sur une très bonne lancée du côté des rouges. Qui prennent la deuxième place au championnat face à Red Bull. Donc là encore, on est vraiment sur une grosse dynamique et forcément, on en vient à réfléchir, à se dire est-ce que Ferrari ne peut pas aller chercher le titre constructeur. Toi, Franck, quelle impression ça t'a donné ce week-end du côté de la Scuderia? Alors, comment dire? C'est le réveil qu'on avait vu à Austin déjà, voilà, qui se poursuit clairement. Déjà Carlos Sainz impérial, hein, faut quand même le dire, ça a quand même été le roi ce week-end avec une progression d'année en année sur ce circuit qui est absolument bluffante. C'est quand même assez rare de voir un pilote qui progresse chaque fois d'une place comme ça en qualification jusqu'à signer la pole. Il a même signé 2 fois la pole puisque son temps était, ses 2 temps étaient suffisants pour la pole. Et voilà, je vois une Scuderia Ferrari, moi, qui a encore une fois bien maîtrisé son sujet, qui prouve qu'effectivement, sur un autre circuit complètement différent, les évolutions sont vraiment bonnes. Et on parle en plus des évolutions de Monza, hein, puisque Ferrari n'avait pas d'évolution à Austin, contrairement à beaucoup d'autres équipes. Donc voilà, c'est une Scuderia qui est effectivement sur les bons rails pour aller chercher le titre constructeur, clairement. Voilà, ça fait encore beaucoup de points repris à McLaren, ça en a déjà fait beaucoup à Austin, donc là ils sont vraiment sur une très bonne dynamique de ce côté-là. Même si voilà, ils se gardent bien d'en parler, si Vasseur veut faire le profil bas, il est bien content qu'on parle plutôt du titre pilote entre Verstappen et Norris, mais bon, tout le monde a bien vu quand même que Ferrari mangeait à grande vitesse McLaren. On parle même pas de Red Bull, hein, parce que Red Bull, ça fait un petit bout de temps qu'on a compris qu'ils allaient avoir du mal à résister à la différente, et McLaren d'abord et Ferrari ensuite. Mais voilà, je vois encore une Scuderia Ferrari, un Carlos Sainz qui pour ce week-end-là ont été vraiment impériaux. On l'avait vu d'ailleurs dès le vendredi, hein, en rythme de course, c'était ça. La petite surprise, la petite cerise sur le gâteau, ça a été la pole. Ça aurait pu être le doublé, effectivement, sans que Charles Leclerc ne fasse une petite erreur et soit, a priori, d'après Frédéric Vasseur, bien gêné par des retardataires en piste. C'est ce qui lui aurait coûté la deuxième place, selon lui. J'en suis pas absolument certain non plus parce que Norris revenait assez fort derrière. Mais voilà, week-end encore extrêmement bien maîtrisé de la part de Ferrari en termes de stratégie. Bon, c'était un peu plus facile, on va dire, au Mexique parce que là, c'est la stratégie à un arrêt, il n'y avait pas eu trop de difficultés, même s'il y a eu une safety car, elle est intervenue assez tôt pour ne pas perturber effectivement les plans des uns et des autres. Voilà, juste une mention très bien pour la Scuderia voilà, qui aurait pu faire un petit peu mieux si effectivement Leclerc avait fini devant Norris et Norris derrière. Effectivement, ça aurait pu faire 6 points de plus de repris à McLaren.
Et voilà, pas grand chose de plus à ajouter sur ce week-end, on va dire presque parfait, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça, hein, pas grand-chose. Enfin, c'est vrai que c'est pas grand-chose dans la catégorie du négatif. Je sais pas toi, Alex, ce que t'en penses. Est-ce que tu les vois aussi continuer comme ça au Brésil, notamment? Négatif, McLaren, je pense que, bon, on en reparlera sur Norris, mais je pense que Norris aurait pu aller chercher la victoire s'il n'avait pas été retenu par un autre pilote dont on reparlera. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que oui, la Ferrari, elle fonctionne sur tous les types de circuits. Ça, c'est quand même. Parce que Mexico, on est vraiment sur un circuit qui est très différent d'Austin. On est bien sûr avec des virages à basse vitesse, notamment dans le stadium, mais aussi avec extrêmement peu de grip en raison de l'altitude. Et là, sur un circuit qui est très différent, la Ferrari fonctionne, donc c'est très, très, très positif. Euh, Moi, ce qui m'a marqué, si on reparle des pilotes, c'est Sainz. Hein. Leclerc m'a toujours dit, moi, Leclerc, il a toujours été honnête. Moi, j'aime moins les circuits avec moins de motricité, moins de grip, comme c'est le cas à Mexico avec l'altitude, il y a moins de grip, etc. L'air est moins dense, donc il y a moins d'adhérence. Et on le sait que Leclerc, il aime plutôt les circuits urbains où il y a justement le plus d'adhérence. Et donc, même lorsque Leclerc est moins bien, parce que c'est clair qu'il a été derrière Sainz tout le week-end, il a été le premier à le reconnaître, eh bien cette Ferrari-là, elle est capable d'aller gagner. Donc ça prouve vraiment que la voiture rouge est pour l'instant la meilleure, et on va se retrouver peut-être avec un paradoxe, c'est-à-dire avec le pilote champion du monde alors que son équipe va être troisième, mais un pilote troisième alors que son équipe sera champion du monde. Voilà, et donc on peut quand même tirer un énorme coup de chapeau à Sainz, qui a prouvé que lorsque Leclerc était un petit peu moins bien, s'il était là, Leclerc était un petit peu moins bien, Sainz il a fait peut-être sa sixième victoire en F1, et je pense que ça va être un de ses tout meilleurs week-ends en F1 avec Ouais. Sixième pole, quatrième victoire. Ouais. Oui, pardon. Et un de ses meilleurs week-ends depuis Singapour l'an dernier, je pense, très clairement, ou même Silverstone l'an dernier. Voilà, et ça prouve aussi que si Ferrari arrive à être champion en finale, c'est qu'ils auront deux pilotes qui ont été quand même plus réguliers que Perez, bien sûr, mais on va en reparler, plus régulier que Piastri, qui est passé à côté de la qualif sprint à Austin et qui est passé à côté de sa qualif tout court ici. Donc ça fait deux gros loupés tout de suite pour Piastri. Donc voilà, c'est quand même, on peut critiquer Sainz et qu'il a quand même eu des passages à vide, il faut quand même être honnête cette saison-là, tandis que Leclerc a eu moins de passages à vide, à part peut-être un petit peu en qualif en début d'année. Mais voilà, ils ont une paire de pilotes extrêmement solides, un duo qui fonctionne, la stratégie impeccable. Et puis voilà, finalement, la lutte entre Norris et Verstappen risque de faire, je pense, deux vainqueurs. D'une part Verstappen au classement et d'autre part Ferrari au championnat constructeur. Ouais, tout à fait. Une question de Lambeau Diablo qui dit pourquoi, à votre avis, la Ferrari marche aussi bien en ce moment. C'est que le package d'évolution, ils ont réussi à corriger le problème qu'ils avaient avec le plancher au départ, qui manquait d'équilibre. Et surtout, c'est une équipe qui, depuis le début de l'année, travaille uniquement pour la course, en fait, tout simplement. Ils l'ont dit d'ailleurs qu'ils avaient un peu trop sacrifié les qualifs, même à un moment. C'est pour ça qu'ils étaient souvent en troisième ligne ou deux troisième ligne. Mais par contre, la voiture est ultra efficace pour conserver les pneus et pour garder un très bon niveau de performance tout au long de la course. Et c'est vrai que par rapport à l'an dernier où c'était leur gros problème, c'est le vrai progrès qui a été fait. Oui, et gestion des pneus. L'inverse, l'année dernière, on se souvient que les pneus, c'était vraiment le gros point faible. Ici, on savait que c'était moins une course dictée par les pneumatiques, parce qu'on avait notamment 10% de la course sur safety car, la plus longue période de safety car de la saison. Mais s'il fait beau à Interlagos, ça va être un grand facteur différenciant aussi. Oui, alors moins dicté par les pneus, je suis d'accord, mais quand tu vois que la Red Bull commence vraiment à souffrir des pneus, alors que c'était quand même sa grosse force en termes de rythme de course jusqu'à pas très très longtemps, on peut quand même dire que Ferrari a quand même bien maîtrisé son sujet. Et McLaren aussi derrière. Donc on se souvient très très bien de Max Verstappen qui était capable de mettre du 20 secondes, 30 secondes à tout le monde avec des pneus impeccables. Et même sur un circuit qui ne mange pas énormément les pneus, il s'est mis à souffrir là-dessus aussi. Donc on peut quand même, pour le coup, saluer quand même, je pense qu'il y a quand même un petit paramètre de gestion des pneus quand même sur ce Grand Prix, même s'il est moindre que sur d'autres courses, à saluer quand même la Scuderia pour le travail effectué parce que ça a quand même joué un rôle finalement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça a été vraiment... globalement, de toute façon, on voit qu'il y a un vrai gros travail de préparation et c'est vrai que moi j'ai été assez impressionné déjà par les tours qualifs de Sainz. Vraiment, ça a été pour moi la clé du week-end. Et voilà, donc. Il a fait deux pôles, comme il a dit. Ouais, c'est ça. Il fait vraiment les deux meilleurs tours de la Q3 sans souci, parce qu'en plus il y avait de l'avance sur les autres. Et c'est vrai que sur un circuit où c'est très compliqué de mettre la voiture dans la bonne fenêtre pile de fonctionnement,
Lui, il l'a fait, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de glissade, il n'a pas fait voilà, vraiment de choses faciles à faire en faute, quoi. Je pense qu'on peut rapidement passer à McLaren parce que Ouais. c'est vrai que bon, Ferrari, on n'a pas grand-chose à dire et tant mieux. Encore une fois, 96 points en 2 courses, donc là vraiment, on voit la dynamique sur laquelle est Ferrari. Et s'ils font une performance du même genre au Brésil, avec un autre sprint, ils seront pas loin des. Enfin, ils auront marqué, j'avais calculé qu'ils auront marqué quasiment 20% de leurs points de la saison sur ce triple header. Donc c'est vraiment une folie totale. Alors, avant de passer à McLaren, est-ce que vous les voyez champion du monde constructeur, vous? La question. Bah, moi, je suis fan de McLaren, donc j'ai envie de te dire non. Mais dans la dynamique actuelle, oui. Oui, même idée, hein, ça va se jouer à peu de points et c'est là où, si on fait la transition, c'est là où les ratés type Piastri ces 2 derniers week-ends peuvent faire mal, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont vraiment les 2 pilotes clairement les plus solides de. Après, À part ça, Mercedes aussi. Voilà, Mercedes Ouais, aussi. ça, mais peut-être que Sainz va faire un tête à queue au 3e tour à Interlagos, hein, on sait pas. Ça peut arriver. Alors, il est tellement concentré, il a tellement envie de bien finir et de montrer qu'il vaut tellement plus que ça que si jamais il y a une année un peu noire chez Williams, Alors, il peut avoir sa place dans un top team dès 2026, quoi. ce qui est sûr, il y a très grande chance qu'il y ait de la pluie à Interlagos, au moins pour la course, donc ça va être très intéressant. C'est ça. Et donc c'est vrai que Piastri, on va justement passer à McLaren, Norris termine 2e, Piastri 8e après s'être fait éliminer en Q1. Et c'est Tommy dans le chat qui dit: je pense que le championnat constructeur dépendra de Piastri. Et je suis totalement d'accord parce que depuis quelques courses, on disait McLaren a un duo hyper solide, a un duo qui fait toujours des bons résultats. Piastri était légèrement en retrait comme il est depuis le début de saison ou presque, mais il faisait le taf, 4e, 5e, même podium souvent. Et là, ça fait 2 week-ends où c'est plus compliqué. Et surtout, l'élimination en Q1, c'est vraiment au moment, enfin, dans une lutte au titre, c'est catastrophique. Surtout qu'effectivement, les pilotes Ferrari font pas d'erreur. Donc là, du coup, on en vient chez McLaren à avoir le même problème que chez Red Bull. C'est que va faire la deuxième voiture. Alors, ça fait que 2 courses. On n'est pas encore sur un niveau de problématique qui est aussi élevé que chez Red Bull par rapport à Perez. Mais malgré tout, il y a quand même ce souci de se dire... il y a un vrai déficit en points parce que j'ai lu beaucoup de gens sur Twitter qui disaient oui, mais de toute façon c'est pas en qualif qu'on marque des points, certes, mais quand tu pars 17ème au lieu de partir 6, 7ème ou 5ème, et ben forcément du coup tu fais pas le même résultat. Et la 8ème place de Piastri à l'arrivée, ça aurait pu être une 4ème place en course et une 4ème 12. Il y a 8 points d'écart en fait, et 8 points à la fin de la saison entre Ferrari et McLaren, ça peut se jouer à ça. Donc, sans parler qu'il aurait pu prendre des points à Verstappen aussi. Ouais. Et oui. Et c'est ça le problème, c'est que en fait finalement il se retrouve dans la même situation enfin Norris se retrouve dans la même situation que Verstappen dans ce genre de cas, c'est que on n'a pas il n'y a pas de voiture pour l'aider, quoi. Et Ferrari joue à 2 contre 1 contre les 2 équipes. Pour faire des stats, Sainz a marqué 82% du total de points de Leclerc, tout en ayant manqué un Grand Prix pour cause d'appendicite, donc il y a ça à prendre en compte. Piastri, on ne dit pas du tout que c'est Perez, c'est quand même une bonne saison dans l'ensemble. Il a marqué 79% des points. Lui, il a par contre eu absolument aucun abandon. Voilà, donc on a 82 versus 79 versus Perez qui lui a marqué 41% des points de Verstappen. Donc on est très loin pour Perez. Mais voilà, si vous voulez être champion du monde, et si vous voulez être un top pilote, il faut avoir aucun loupé, aucun raté. Et alors oui, Norris, il a eu un loupé lorsqu'il s'est fait éliminer en Q1. Bakou, je crois. Et c'était aussi parce qu'il y a eu un tour annulé. Là, Piastri, ça fait trop de loupés, trop de top pilote, et il a peut-être été soit déboussolé par les rumeurs, c'est voilà, Red Bull est attiré par lui, etc. Enfin, là, il prouve que non, c'est quand même Norris le numéro 1 au final. Après, voilà, la différence avec Perez, que lui, Piastri, c'est la deuxième saison en F1. Après, juste Piastri, moi je le condamne pas tout de suite non plus, parce que en fait, son week-end, il se joue clairement en Q1 sur une erreur à l'entrée du stadium, où il va effectivement trop loin sur les limites de piste, mais il a toujours été dans le coup, il a toujours eu le rythme. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il remonte très bien en course. Après, effectivement, s'il était parti moins loin, il serait monté plus haut, on est d'accord. Mais il n'y a pas eu du tout ce souci de performance que peut avoir un Perez chez Red Bull. Mais effectivement, maintenant, cette Formule 1 extrêmement serrée, extrêmement compliquée, le moindre petit grain de sable joue énormément. Et c'est là, clairement, qu'en Q1, pour moi, c'est pas acceptable. Même si je trouve que c'était extrêmement serré à Mexico, et c'est aussi un peu le circuit qui veut ça, parce qu'avec moins d'air, on a moins de différence qui se fait par l'aéro, et c'est comme l'aéro encore qui fait la différence entre les F1 actuels.
C'est pas normal, effectivement, de se louper sur une Q1, je trouve. C'est vraiment pas normal. Et du coup, pour ce coup-là, c'est une faute là-dessus, mais c'est pas une faute de performance globale, quoi. Donc j'ai bon espoir quand même que sur les 4 derniers Grands Prix, où les circuits sont un peu plus, on va dire, traditionnels dans le sens aéro de la chose, et donc pour les performances de la McLaren, il arrivera quand même à se passer de ce genre d'erreur en Q1 et en Q2 pour aller en Q3 plus facilement, quoi. Pour Perez, j'ai beaucoup plus de doutes, hein, clairement. Mais pour Piastri, effectivement, c'est peut-être 2 erreurs de suite qui se cumulent. Ça fait beaucoup, ça se paye cher. Mais par contre, pour la F1, c'est génial. En termes de suspense, c'est cool. Ouais, complètement. Mais c'est vrai, moi, je serais un peu moins, comment dire, je serais un peu plus critique contre Piastri pour ce week-end spécifiquement, dans le sens où c'était un vrai problème de performance malgré tout, parce que il a un tour annulé sur une erreur, mais son autre tour est à 1 seconde de celui de Norris, ce qui est vraiment énorme en fait entre deux équipiers. Mais il a expliqué, c'était juste pour assurer un peu plus. Il pensait quand même que ça suffirait en fait, parce qu'il voulait pas refaire la même erreur, mais en fait, il a pas assez attaqué sur ce coup-là. C'est ça. Et je vois beaucoup de gens qui parlent des évolutions. Il avait que le plancher de différent qui apporte maximum 1/10. Donc il n'y a pas du tout la seconde qu'il y avait entre les deux. Et quoi qu'il arrive, il était en retrait comme il est depuis. À part Bakou avec sa victoire, depuis Bakou, c'est vrai que c'est Norris qui est largement devant. Et même avant, en qualif, de toute façon, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est sans appel. Hein. Je crois que sur les qualifs de course, on est à 16-4 ou 17-3 entre les deux, un truc comme ça. Donc c'est vraiment sans appel. Mais bon, voilà, le souci pour McLaren, c'est vrai que du coup, alors aux constructeurs, ils ont quand même pris des points, mais finalement, le gros break qu'ils avaient fait a déjà bien fondu parce que Ferrari est revenu. Et malgré tout, Norris termine deuxième. Je pense qu'il avait la possibilité de gagner s'il n'avait pas passé autant de temps bloqué derrière Verstappen dans le premier relais. Et j'en viens sur le fait que, malheureusement, malgré la pénalité infligée à Verstappen, le chantage à l'accrochage a marché puisque Norris ne l'a jamais attaqué. Donc en fait, Norris est resté derrière jusqu'à ce que Verstappen fasse sa pénalité. Et clairement, pour moi, c'est sur ces tours-là où il perd la victoire, puisque il perd 7 secondes, 8 secondes. C'est ça. Il ose plus dépasser. Il ose plus dépasser. Parce qu'il sait que lui, en fait, s'il se fait accrocher, il perd tout espoir. Et donc, du coup, Verstappen fait exactement ce qu'il sait qu'il a à faire, même si c'est injuste, c'est qu'il est prêt à foutre en l'air sa course si ça peut ruiner celle de Norris. Donc, on l'a vu au départ, on en reviendra après sur le chapitre Red Bull. Et du coup, c'est vrai que le bilan comptable est positif pour McLaren à Mexico, mais malgré tout, ça montre qu'il manque beaucoup de points à Norris pour aller chercher Verstappen au championnat pilote. Ça va être très compliqué, honnêtement. Et parce que malgré tout, Verstappen est toujours là. Et au championnat constructeur, il va falloir que Piastri revienne dès Interlagos dans le top 5. Quoi. Il faut que Norris il apprenne à dépasser, comme Sainz a réussi à le faire sur Verstappen. Dans des endroits où effectivement, Verstappen ne sait pas appliquer entre guillemets sa tactique et vraiment profiter effectivement de la ligne droite du DRS. C'est comme ça qu'il faut le jouer. Ce que Norris effectivement n'a pas réussi à faire. Sainz a réussi à surprendre Verstappen par 2 fois. En plus, il a très bien joué, Sainz, on n'a pas trop dit, mais effectivement, il se loupe au départ, il va trop loin. Mais là, il fait directement la bonne manœuvre qui doit rendre la place à Verstappen, qui effectivement était passé du coup devant au premier virage de manière propre, on va dire. Même si on en reparlera aussi un petit peu de ce départ de Verstappen en moment de Red Bull. Mais voilà, il l'a joué intelligent, il se replace directement derrière Verstappen et il va l'attaquer correctement et à des moments qu'il sent bien l'opportunité avec le DRS. Et il laisse aucune chance, surtout sur le placement en piste. Et c'est sur le placement en piste que Sainz est beaucoup plus intelligent que Norris, je trouve, dans ses manœuvres. Où effectivement, Max peut pas faire sa spéciale, comme on l'appelle maintenant, la spéciale dive bomb. Et c'est là effectivement que Norris doit mûrir, à mon avis, et réussir effectivement à gagner ses duels roue contre Verstappen, parce que tu l'as dit, Verstappen ne va pas lui laisser une seule chance de gagner ses duels, et il est là pour en découdre, c'est clair. Mais pour moi, le problème aussi, c'est que Verstappen est beaucoup plus agressif face à Norris que face à Sainz. Si Norris avait tenté l'attaque que Sainz a fait, Verstappen serait décalé comme un porc. Il aurait vraiment tenté de le bloquer jusqu'au bout. Et parce qu'encore une fois, tout le monde dit Norris s'est pas attaqué, machin. Peut-être que Norris est un peu tendre, mais je suis désolé, en fait, il est dans les limites de la piste, il est dans les limites des règles. La seule fois où il l'a pas été, en plus, c'est pour une pénalité, donc il a raison de l'être. Et un petit retour en arrière en Autriche, Norris fait des attaques intelligentes. Il en rate une en particulier. Il en fait des intelligentes. Il se fait foutre dehors par Verstappen en ligne droite sur une légère courbe. Donc de toute façon,
Verstappen est clair il défendra jusqu'au bout, quitte à sortir Norris. Et c'est ce qu'il fait pas avec Sainz. Donc pour moi, la partie est plus facile pour les pilotes Ferrari face à Verstappen. On avait vu en 2022 que c'était quand même beaucoup plus tendu entre Leclerc et Verstappen quand ils étaient en lutte pour le titre. Et Sainz, de toute façon, n'a rien à perdre. C'est que s'ils s'entrechoquent tous les deux, s'il y a un double abandon, c'est tout avantage pour Verstappen. C'est pour ça qu'il est plus agressif. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, je pense vraiment que clairement, quand Sainz l'attaque, oui, alors Sainz fait une super attaque parce il plonge, mais l'attaque, il part pas de très loin non plus. Et je trouve que, ouais, il est un petit peu. Mais justement, c'est ça, il plonge, il se retrouve dans la position que Verstappen affectionne, c'est-à-dire celui de faire le dive bomb. Quand Norris a tenté ses déplacements à chaque fois à Austin et aussi au Mexique, en fait, il laisse la trajectoire intérieure à Verstappen. Parce que Sainz n'a pas laissé cette fois-ci à Max. Donc, et c'est effectivement être dans ces positions-là qu'il n'a pas encore, où il n'a pas encore réussi à être. Et quand il pourra l'être, j'ai hâte de voir effectivement s'il peut effectivement plonger lui aussi et faire la spéciale entre guillemets à Verstappen, voilà, lui rendre la monnaie de sa pièce. Tout à fait. Et oui, enfin moi je suis totalement d'accord avec. On en reviendra sur Red Bull, mais Étoile Polaire dit c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il n'a jamais changé. Et je suis totalement d'accord. Verstappen n'avait jamais changé. Et, enfin, les gens qui disent 2022-2023 il le faisait moins. Déjà c'est faux parce que les fois où il était en lutte il le faisait aussi. Et c'était quand même. Jamais en lutte. C'est juste qu'il était quasiment jamais en lutte. En tout cas pour McLaren, voilà, finalement c'est compliqué parce que dans le meilleur des scénarios c'est les 2 titres et dans le pire des scénarios c'est aucun titre. Donc il y a vraiment ce côté où c'est pas simple et les 4 courses vont être longues pour eux, je pense, parce que si alors au Qatar l'an dernier ils étaient bien performants, les 2 pilotes aussi. Le Brésil, moi je pense quand même que ça va être pour Ferrari parce qu'il y a une grosse partie sur ça va être beaucoup de la gestion des pneus. Et puis après il restera Las Vegas qui sera un petit peu une loterie, je pense. Enfin, ça peut être une loterie rapidement. Et puis Abu Dhabi qui sera un circuit assez compliqué aussi. Donc ça risque d'être compliqué pour McLaren d'aller chercher les 2 titres en tout cas. Honnêtement, à moins d'un abandon de Max Verstappen, le titre pilote c'est pour Verstappen. Ouais, je pense aussi. Il reste. Surtout que les Ferrari mangent des points si les Ferrari gagnent des courses. Voilà, il reste 112 points à prendre, c'est-à-dire 4 x 25 plus 4 meilleurs tours plus le sprint. Et donc, non, il y a 2 sprints encore. 2 sprints encore, ouais. Voilà, donc ça veut dire donc 120 points. 120 points à prendre, il a quoi 40 dans 5 combien il avance 43 Non, il est à 57 47 points. 47 sur 120, ça fait on n'est pas loin de la moitié à reprendre. C'est beaucoup. S'il n'y a pas un abandon pour Verstappen, et en plus ils vont assurer la chose, hein, ils vont prendre un nouveau composant certainement au Brésil pour pas lui faire justement faire d'abandon, ça lui coûtera 5 places sur la grille, un nouveau moteur, un nouveau thermique, et voilà, ce sera réglé, je veux dire. Après on a vu qu'ils sont pas à l'abri d'une défaillance technique, hein, la journée du vendredi pour Verstappen c'est très compliqué. Oui, et pour Norris aussi, on sait jamais. C'est ça, donc s'il y a un abandon pour l'un ou pour l'autre, c'est cuit pour l'autre en fait, voilà, donc... Enfin voilà, non, sauf pour Verstappen, c'est un abandon pour Verstappen, ça peut être pour Norris, mais s'il n'y a pas d'abandon, c'est... C'est ça, c'est limite, Norris a besoin d'un abandon de Verstappen, et par contre un abandon pour lui, c'est KO. Depuis ce week-end, Sainz ne peut plus être champion du monde, c'est officiel. Oui, ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pensez que le Ferrari aurait dû tenter de mettre Leclerc devant pour espérer potentiellement aller chercher le titre pilote, ou là aussi c'est totalement dans le domaine de l'utopique parce que... Non, l'utopie. Ok. Moi je pense aussi, hein, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui disaient que ça aurait pu être une idée, mais je pense que Ferrari... c'est sûr que si Leclerc perd le titre au bout de 5 points, ce serait ballot, mais bon, franchement... on est très loin là. Comment On est très loin là. Il a 71 points de retard. 71 sur 120, c'est... Alors, il peut finir deuxième. Il faudrait 2 abandons de Verstappen, 2 abandons aux courses, hein, pas 2 abandons sprint en plus. Hein. C'est énorme. Hein. C'est ça, oui. Donc, après, si Norris muscle son jeu, ça peut aller vite. Hein. Oui. On est d'accord, mais on n'a pas non plus envie de voir. Mais oui. Voilà. Là, c'est vrai qu'on va pas venir comme ça. Mais... C'est vrai, Manu, tu donnes des espoirs aux... Je donne des espoirs aux tifosi, je suis sympa. Non,
on a déjà d'énormes renversements de situation au championnat en termes aussi bien pilote que constructeur. Si on fait toute l'année, c'était un coup de toi, un coup de moins devant, tout ça. C'est même à donner des regrets, par exemple. Enfin, des regrets pour Ferrari notamment, qui avait Mm. super bien démarré l'année et tout ça. Bon, beaucoup de regrets évidemment pour Red Bull certainement au championnat constructeur, parce que là pour le coup je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir, à moins de virer Pérez avec effet média, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment un championnat qui a été vraiment impressionnant, alors qu'au bout de 5 6 7 courses même, je vous rappelle, on partait encore sur une saison assez ennuyeuse sur le papier. Tout à fait. Alors Guigui nous demande, vous avez pensé de quoi les 20 secondes pour Max? On en parlera au moment de Max, évidemment. Ouais, Euh, donc Mercedes ça fait avant. Voilà, exactement. On va passer à Mercedes, puisque Mercedes, c'est l'équipe. C'est un peu notre équipe, comment dire, pochette surprise de chaque semaine. On ne sait jamais trop où ils vont être. Eux non plus savent pas trop où ils vont être. Là, en l'occurrence, ça s'est pas trop mal passé. 4e place pour Hamilton, 5e pour Russell, après une belle bataille en fin de course. C'était en retrait de toute façon de Ferrari et McLaren. C'était à peu près au niveau de Red Bull en course, au niveau de la Red Bull numéro 1. Et puis bon ça fait une belle moisson de points finalement sur un week-end où ils espéraient pas autant, puisque sans comment dire, le retard en qualif de Perez et Piastri, ils auraient fini un peu plus loin, mais c'est pas trop Je mal. trouve un peu généreux avec Mercedes, hein. Moi, j'ai trouvé leur week-end quand même globalement assez décevant. Oui, non, mais après je suis pas, en fait c'est dire que pour eux, enfin je trouve que Mercedes qui marque 22 points dans l'état actuel des choses, c'est pas mal en fait. Parce que pour moi, justement, ils valent moins. Pour moi, ils valent du 15 points par week-end à peu près dans l'état actuel des choses. Où de toute façon, ils sont derrière les 2 Ferrari, derrière les 2 McLaren et derrière Verstappen. Donc sur un week-end normal, à mon avis, ils chopent 14 points, tu vois. Mais après, oui, après c'est pas terrible de toute façon. Mais Hein. Il ne joue plus rien de toute façon. non. Moi, je serais même d'avis de dire que s'ils jouent pas la victoire, ils abandonnent les voitures, histoire de ne pas marquer trop de points et te payer des gros frais d'entrée à la FIA. Bon, de toute façon, ils sont. Oui, c'est ça, oui. Après, c'est vrai que Non, tu payes au point, mais. c'est ça. Non, mais après, le gros point noir de leur week-end, surtout, c'est même pas tellement la course qui a été plutôt honnête. C'est effectivement le fait qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre correctement leur voiture. Et surtout, encore un crash pour Russell, encore des pièces cassées, encore encore des coûts de réparation. Alors des coûts qui sont certainement limités, puisqu'ils sont prêts à accepter à revenir avec d'anciennes spécifications de pièces, parce que ils l'ont dit eux-mêmes, ils n'ont plus rien à jouer au championnat, ils sont pas rattrapables par Aston Martin derrière, et ils peuvent pas rattraper ceux de devant non plus. Donc hors de question pour eux de reproduire des pièces de rechange nouvelles voilà, et donc ils vont essayer de compenser un petit peu ces casses. Ces casses, il y a quand même des pièces à reproduire évidemment, Mm. mais, Je suis pas mais d'accord voilà, parce que c'est. si Mercedes signe dédoublé jusqu'à la fin de l'année et Red Bull marque 0 points, ils finissent 3e au constructeur. Oui, alors tu es un peu dans un multivers un peu spécial quand même, Alex, je te signale. Ah non, pardon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'abandon pour que Perez ne marque pas des points. Aïe, aïe, aïe. Non, mais voilà, c'est encore une voiture cassée pour Russell, c'est comme deux de suite aussi. Mm. Donc, on parlait de Piastri tout à l'heure, on peut parler aussi de Russell, effectivement, qui accuse un petit coup de mou. Et pour moi, effectivement, bah, c'est le point noir, hein, clairement, c'est. Voilà, donc là ils sont vraiment ils sont en mode test, hein. En fait, on a l'impression que toutes les fins de saison depuis 2022, c'est mode test pour l'année prochaine. Et bon, après la W15 n'est pas si mal, hein. Elle est beaucoup moins éloignée en cette fin de championnat des meilleurs que les W13 et W14 ne l'étaient. Donc à bien comprendre effectivement, à bien tester des choses, ils peuvent espérer commencer 2025 sur un meilleur pied et peut-être avoir un championnat un peu plus régulier, un peu plus proche des leaders. Sachant que de toute façon, ils vont quand même pas non plus tout miser sur 2025, puisqu'on le rappelle, tout le monde ou quasiment tout le monde misera à fond sur 2026 Mm. en termes de budget de développement l'année prochaine. Donc voilà, les positions des quelques premiers mois de course seront vite assez figées en termes d'évolution. Donc il faut absolument bien démarrer 2025. Sambo Diablo demande si les problèmes viennent de la W15 ou des pilotes. Je pense que si le duo de pilotes de Mercedes était Mazepin Sargent, on aurait pu se poser la question. Là, avec un septuple champion du monde et un George Russell, je pense que la question elle est vite répondue. Bah surtout que, en fait, on voit avec les accidents que je pense que le gros problème, c'est que la W15 est ce qu'on appelle picky, c'est-à-dire que c'est vraiment une voiture qui, quand elle arrive tout près de la limite, perd rapidement la limite, justement. Et on l'a vu à Austin, où ils sont sortis tous les deux au même virage, dans un cadre très spécifique. Et là, certes, Russell bouffe vraiment le vibreur, mais la voiture, à partir du moment où elle est déséquilibrée, elle perd totalement, Ouais. Russell la perd totalement, quoi.
Mercedes avait cru trouver leur étoile polaire, finalement c'était une étoile filante. C'est joli. C'est joliment dit, mais c'est exactement ça, parce qu'il y a eu une petite période où ils étaient quasiment les meilleurs en piste, et puis depuis, c'est redevenu le vrai mélodrame interne où ils comprennent pas du tout. Étoile polaire nous dit qu'il est là dans le chat. Merci, tu peux te renommer étoile filante si tu veux, du coup. Mais non, mais c'est vrai que quelle chaîne poétique, oui. On fait ce qu'on fait le maximum. Non, mais c'est vrai que moi je suis assez impressionné enfin assez étonné plutôt de voir Mercedes à ce point-là pas se noyer, mais vraiment totalement patauger dans des problèmes de réglage, dans des problèmes de Plancher encore, le plancher encore, c'est un peu Ouais, ça ouais. qui est. Ils savent pas trop où ils en sont, hein. Depuis le plancher de Spa, ils sont un peu perdus là-dessus. Et c'est fou justement que par exemple Ferrari ait fait l'erreur et ait réussi à revenir dessus et à la corriger, que McLaren amène des planchers qui fonctionnent et à chaque fois il y a des voitures et des voitures qui fonctionnent partout, et que eux c'est vraiment ils sont enfin ça marche pas quoi tout simplement. Et il faut espérer que effectivement l'an prochain ils arriveront à mieux travailler sur la voiture dès le début, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ils n'auront plus Hamilton pour aider au développement. Alors Russell évidemment est largement capable, mais ils auront à côté de lui un jeune Andrea Kimi Antonelli qui n'aura pas le bagage technique pour offrir à Mercedes une vraie aide au développement. Donc là-dessus c'est je pense Kimi qui n'a pas cassé de voiture d'ailleurs. non oui, qui a fait les essais et qui s'en est bien sorti. C'est Russell qui l'a cassé. Ouais. Il a dit qu'il justement il a été très prudent parce que le circuit il n'y avait pas beaucoup de grippe et qu'il n'a pas voulu, donc il a fait un 11e temps je crois, mais le but c'était évidemment pas de faire un chrono. On sait qu'il peut être rapide, mais s'il est rapide pendant un demi-tour et qu'il casse à la fin du tour, ça marche pas du tout. On se demande si le départ de Loïc Serra peut être une explication des galères de Mercedes. Clairement non, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, Ouais. s'il y avait eu des vraies galères, ça marche pas, ça marche jamais. Là, le problème c'est que des fois ça marche pas. Donc c'est clairement une question de voiture, de réglage, de compréhension toujours de cet effet de sol, hein, voilà, qui reste encore un poil mystérieux, je pense, pour les hommes de Mercedes. Après, c'est quand même un peu plus performant quand même que les 2 dernières années, hein, soyons clairs. Oui. C'est quand même beaucoup moins problématique. Maintenant, voilà, on arrive à jouer la deuxième, troisième place, ou alors on doit se contenter de la quatrième, voire cinquième. C'est encore un peu dans le domaine de l'imprévisible. Mais voilà, c'est pas l'imprévisible de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Voilà. Et par contre, là où David G a raison de poser la question, le déclin de Mercedes peut-il être lié au plafond budgétaire? Bah, clairement. Parce que c'était une équipe qui avait l'habitude d'avoir des gros moyens pour travailler. Et c'est pas dire elle gagnait que par son argent, c'est dire qu'ils avaient en place des protocoles et des processus de travail qui n'ont pas pu continuer après le plafond budgétaire. Je pense notamment au banc d'essai, qui était vraiment une de leurs clés, parce qu'ils avaient un fonctionnement de banc d'essai qui était très très efficace et qui était permanent. Les bancs d'essai tournaient H24. Il y a un banc d'essai châssis et un banc d'essai moteur qui tournait H24. Ce n'est plus le cas depuis le plafond budgétaire, et effectivement ça joue beaucoup. C'est pas que ça, parce qu'il y a aussi eu des départs techniques, il y a aussi eu, voilà, encore une fois, c'est un peu ce que vit Red Bull aujourd'hui, c'est qu'une équipe qui domine pendant 7-8 ans, et ben elle se fait voler des ingénieurs, elle se fait voler des concepteurs, elle se fait voler des gens qui travaillent, qui sont même dans l'opérationnel, et en fait c'est pour ça que l'équipe s'affaiblit aussi. Donc, mais après oui, c'est sûr qu'ils ont eu plus de mal à gérer ces monoplaces à effet de sol, enfin à effet de sol, toutes les monoplaces sont à effet de sol, mais ces monoplaces vraiment dépendantes de l'effet de sol. Je pense que voilà, c'est et puis en fait quand ils avaient plus l'avantage moteur non plus, donc c'est un ensemble de choses qui font que c'était un peu compliqué. Pour autant, évidemment, faut pas les écarter non plus, parce que ça reste quand même une équipe qui a été multiple championne du monde. Et oui, la lutte Russell-Hamilton, pour répondre à Catching Tails, c'était très joli, c'est vrai que ça a été propre. Un ou deux décalages un peu tardifs quand même, mais ça a été plutôt correct au fil de la course. Je pense qu'on a fait le tour avec Mercedes. Nous allons pouvoir passer à Red Bull. Non, je crois qu'il faut qu'on y arrive, il faut qu'on en parle, et puis il faut qu'on... Parce que on a plusieurs axes à en parler. Alors évidemment, déjà Red Bull, Verstappen termine 6ème, Sergio Perez termine 17ème. 3ème place au championnat, du coup il perd la 2ème place au profit de Ferrari. Et puis alors, il y a eu ce départ. Bon, le départ de Verstappen est un petit peu limite, mais ça va. Il pousse un peu Sainz hors piste, mais bon, il est quand même bien devant et il prend son virage, ce qui n'y arrive pas tout le temps, donc pourquoi pas.
Et par contre, à la relance, il attaque Norris, il le pousse hors piste et après il réattaque de nouveau et il passe hors piste à la façon Brésil 2021, pour ceux qui ont la référence. Il a donc été pénalisé pour les 2 actions de 10 secondes par action, donc 20 secondes de pénalité qu'il a pris avec plutôt de philosophie. Je m'attendais à ce qu'il s'énerve un peu plus. Et alors, moi j'ai deux, trois petits commentaires, après je vous laisserai faire les vôtres, mais le premier c'est que déjà Verstappen ne changera jamais. Alors, prends une pilule avant. Non mais je suis un peu plus en paix que la semaine dernière puisqu'il a été sanctionné et du coup je me sens un peu moins en train de parler d'une injustice. Par contre je trouve ça déplorable de le voir fonctionner comme ça. Il le faisait déjà en 2016, il le faisait en 2018, il le faisait en 2021 et dès qu'il est en lutte avec quelqu'un et qu'il perd un peu ses moyens, qu'il n'est pas sûr de gagner, il fait la même chose. Donc il ne changera jamais. Il ne faut pas croire que les 20 secondes qu'il a pris dimanche vont changer les choses. Il les reprendra. Il ne faut pas oublier qu'à Jeddah 2021, il prend plus que 20 secondes. Je crois qu'il prend 10 secondes plus un stop and go. Mais dans tous les cas, il n'y aura jamais de changement chez Verstappen. Ça, maintenant, je pense qu'on peut en être sûr et certain. Il sera toujours comme ça, sauf si le règlement évolue vraiment de manière très précise et drastique pour qu'il ne le fasse plus. Donc je suis un peu énervé là-dessus. Mais je trouve que les pénalités au moins sont arrivées de manière rapide, efficace. Alors les gens ont critiqué la première, le fait qu'elle fasse 10 secondes. Donc pour la première, c'est vrai qu'on a souvent plus tendance à prendre 5 secondes quand on sort un pilote de la piste. Et par contre la deuxième c'est bien 10 secondes, sans qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, c'est bien 10 secondes quand on double hors piste. Norris aurait dû prendre 10 secondes s'il n'avait pas été forcé de hors piste par Verstappen à Austin. Moi j'ai un problème, alors on y reviendra après avec la FIA, mais c'est aussi que malgré le fait qu'ils aient enfin puni Verstappen, ils n'ont pas du tout puni les autres pilotes qui ont agi pareil que lui. Donc ça c'est un autre problème aussi. Mais voilà, donc Verstappen a été puni. Maintenant, pour moi il ne changera pas et on aura le même problème qui se reposera peut-être dès le prochain Grand Prix. Mais au moins il y a un côté un peu de justice où il ne joue pas, il est sanctionné quoi. Après je sais pas ce que tu en penses, soit Franck, de toute cette affaire. C'est vrai que c'est un peu compliqué de débattre réellement, plutôt on commente un peu les faits quoi. Oui, alors je pense qu'on est à peu près tous unanimes sur le fait que Verstappen méritait d'être pénalisé. Cette fois-ci en tout cas. Après c'est clair que c'est bien de la part de la FIA, mais bon, ça tranche beaucoup avec Austin, donc on a l'impression que la FIA aussi réagit aussi à la vindicte populaire. Et c'est pas non plus très bon pour un sport de devoir effectivement réagir à tout ça, parce qu'à un moment le sport devrait être assez solide pour pouvoir prendre des décisions cohérentes et constantes tout au long de l'année. Donc ça c'est comme moi, même si ça va dans le bon sens, c'est aussi, je pense aussi un résultat des discussions qu'il y a eu au briefing des pilotes le vendredi, parce qu'il faut quand même pas oublier que la FIA a annoncé quand même qu'elle allait préciser un peu les règles en consultation avec les pilotes sur ce qui est possible de faire en piste ou pas. Là, on a eu effectivement une application à la lettre, on va dire, peut-être de ce qui a été effectivement discuté lors de ce briefing des pilotes, peut-être en avance par rapport à ce qui est prévu, puisque bon, c'est plutôt vers le Qatar que c'est attendu. Et je me dois de le mentionner parce que ça fait un peu l'actu aussi aujourd'hui, c'est que Johnny Herbert était un des commissaires pilotes présents. Jos Verstappen a quand même rappelé que certains commissaires de la FIA n'aimaient pas Max, pour ceux qui ont pu lire l'article. Et Herbert en fait clairement partie, parce que c'est quand même vrai qu'Herbert, dans les médias, il a quand même plutôt tendance à s'épancher contre le style de Verstappen. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été plus lourdement pénalisé? Non, parce que le commissaire pilote est consultatif, c'est pas lui qui décide. Il est là pour donner son avis, il n'est pas là pour décider. Donc je tiens à le rappeler. Donc même si vous pouvez avoir effectivement un commissaire pilote qui a un avis un peu biaisé sur un pilote, certes il peut essayer de peser un peu de son propre poids là-dessus. Donc après pour la dureté des sanctions, je comprends moi les 10 secondes dans les deux sens, parce qu'on parle de vitesse. Tu dis qu'effectivement d'autres pilotes n'ont pas été pénalisés, c'est ce qui te chagrine un petit peu. Les vitesses d'attaque de ces virages sont quand même bien nettement différentes de ce qu'on a pu voir entre Verstappen et Norris, qui arrivent vraiment à pleine balle, et Verstappen clairement sur le premier comme sur le deuxième arrive vraiment très vite. Et surtout sur le deuxième, on a vraiment l'impression qu'il a vraiment envie de sortir. Norris, il cherche pas du tout à prendre le virage. Non, non. Et donc je pense que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est 20 secondes pour l'ensemble de son œuvre, mais presque. Et pour le coup, est-ce que ça va le calmer? Pas sûr, parce que si c'est Norris qui à chaque fois est pénalisé, alors tu dis que tu as entendu une déclaration que j'ai pas retrouvée ailleurs, du fait que lui de toute façon Verstappen il avait tout intérêt à embêter Norris en piste, que sinon s'il l'avait laissé partir,
C'était foutu pour lui. Mais bon, ça je l'ai pas retrouvé. Peut-être qu'il a effectivement peut-être dit qu'à la télévision néerlandaise et tout, mais bon, c'était une déclaration un petit peu choc du dimanche soir qu'on n'a pas relayé parce qu'on n'a pas retrouvé la source exacte de ça. Oui. Mais voilà, effectivement, par contre, Norris, lui, il a clairement dit, c'est que Verstappen, effectivement, ne cherche qu'à l'ennuyer lui et pas d'autre. Donc, et c'était très flagrant, effectivement, sur la deuxième infraction où, bah oui, à l'entrée des rapides, Verstappen, il cherche même pas à passer le virage, il reste à chercher juste devant Norris et il sait très bien qu'il prendra pas le virage et que Norris est à ses côtés et Norris va être obligé de passer hors piste aussi. Et c'est comme ça que ça se règle, et ça c'est absolument pas possible. Donc là pour le coup, oui, je vois pas comment la FIA aurait pu faire autrement que de laisser passer, de ne pas sanctionner Et surtout. puis, voilà. Et puis on peut dire que Horner, ensuite, après la course, Oui. a tenté une défense assez inhabituelle, puisqu'il s'est pointé devant les journalistes, devant les médias, avec la télémétrie de Norris, qui était très inhabituelle, en disant que, en fait, le Tour 10, lorsque, au virage 4 du Tour 10, Norris arrive 15 km/h plus vite que lors de son tour le plus rapide. C'est-à-dire qu'il s'est précipité au 10e tour, il était 15 km/h plus vite que au tour 68, lors de son meilleur tour de course, lorsqu'il avait 80 kg d'essence en moins. Donc effectivement, si on regarde la télémétrie, Norris il est arrivé à 100 km/h. Et donc Horner veut dire par là, ben voilà, vous voyez que Norris il avait aucune intention de prendre le virage, il voulait juste se précipiter pour bouter Verstappen. Mais, et ça c'est les EF1 Whisperer qu'il a vu sur Twitter, et je pense que on peut relier ce qu'il a dit parce que c'est vrai que c'en était très juste. En fait, en réalité, Verstappen, lui aussi, il est coupable. Il est coupable d'avoir un peu fait la même histoire. Évidemment, Horner, il était partiel car il était partial. Verstappen, lui aussi, il a foncé comme un malade au Tour 10, etc. Et donc, c'est finalement donc l'argumentation de le fait que Norris se soit précipité, elle tient pas parce que Verstappen a fait exactement pareil. Donc, tout ça pour dire que c'est un petit peu les conséquences, cette règle absurde qui était déjà mise à l'honneur, ou plutôt mise en déshonneur au week-end précédent au titre, c'est la règle du point de corde. Se pointer au virage pour être le premier à avoir le bout de son nez au point de corde. Et du coup, on aboutit à une situation où les pilotes font simplement font une course de dragster jusqu'au point de corde et ensuite adviennent que pourra. Voilà. Donc, évidemment, le grand vainqueur de cette règle, c'est Leclerc. Encore une fois, deux fois. Devant les deux. Donc voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que Horner n'a pas du tout cherché à défendre Verstappen pour l'incident au virage 10. Il a juste dit que c'était très sévère. Ouais. Voilà, alors moi, il faut bien reconnaître, si on veut être objectif, je pense qu'effectivement, Verstappen, il a payé les précédents d'Austin. Je pense que s'il n'y avait pas eu Austin, il aurait eu 2 fois 5 secondes. Pour moi, il aurait eu 5 et 10. Parce que la deuxième, c'est 10. Dépasser hors piste, c'est 10 secondes. Et après, s'il y a une circonstance atténuante, c'est 5. En tout cas, 2 fois 10. Je pense que 2 fois 10, le seul point pour lequel Horner a raison pour moi, c'est que 2 fois 10, il payait le précédent d'Austin. En même temps, là, il n'a rien payé à Austin. Et puis surtout, il faut en fait, au bout d'un moment, il faut qu'il paye aussi le fait qu'il le fait tout le temps et qu'il sort volontairement les pilotes. Et en fait, il n'y a pas une bataille en piste avec Verstappen où il n'y a pas un truc illégal à un moment. Moi, c'est ça le problème, c'est que c'est jamais légal en fait. C'est jamais. Il y a toujours un moment où ça va au-delà de la limite de l'acceptable, que ce soit l'acceptable sécuritaire, l'acceptable du spectacle et l'acceptable du règlement. Et alors, je vois des gens sur Twitter qui me disent oui, mais t'aimes pas la Formule 1, tu veux pas que ça se batte. Alors déjà, si vous avez regardé la Formule 1 depuis assez longtemps, vous saurez qu'on peut se battre sans foutre son adversaire dehors. Et en fait, la F1 n'a pas besoin de Verstappen pour être spectaculaire. C'est-à-dire que les gens qui me disent oui, il serait pas là, on s'ennuierait, c'est faux. La course a été passionnante globalement, au demeurant sans lui, puisqu'il nous a fait ça remonter, mais à part ça, il a été après tranquille, tout seul dans son coin. Et la course a été très bonne de A à Z. Donc il faut arrêter de ce truc de dire oui, mais c'est un pilote agressif. Non, c'est pas un pilote agressif. Un pilote agressif, c'est un Sainz, c'est un Perez quand il était en 2021 ou quand il était chez Racing Point. C'était un pilote agressif parce que c'était limite, mais c'était dans les clous. Et là, c'est pas un pilote agressif. Là, c'est un pilote qui décide volontairement soit de sortir son adversaire hors piste, soit carrément de tenter de l'accrocher. Parce que pour moi, l'intention du virage 8, c'est pas de sortir Norris de la piste, c'est carrément de l'accrocher. Il tire tout droit en espérant que Norris va se rabattre sur lui et qu'ils vont s'accrocher tous les deux. Parce qu'il sait à ce moment-là que si Norris passe, Norris peut aller jouer la victoire et que lui va pas jouer mieux que la 4e, voire moins, parce qu'il doit se douter aussi qu'ils peuvent choper une pénalité pour ce qu'il a fait 4 virages plus tôt. Et un pilote de F1 a largement le temps de réfléchir à tout ça. Ils ont le cerveau assez constitué pour
réfléchir à tout ça pendant une bataille. Donc, il faut arrêter de croire que Verstappen fait les choses de manière involontaire. Il faut arrêter de croire que Verstappen veut juste jouer avec la limite. Il faut arrêter de croire que Verstappen se dit juste au premier tour, je peux le faire puisque c'est pas sanctionné. Non, c'est juste que Verstappen décide volontairement de ne pas s'occuper de ce qui est écrit dans le règlement et dans le code sportif international. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à long terme, m'agace. Et je pense que la F1, pour moi, ne devrait pas lui faire payer en piste ses précédents. Ça devrait être 5 secondes, 10 secondes selon le barème. Par contre, il devrait avoir un espèce de barème progressif sur les points perdus, enfin les points gagnés plutôt sur le permis de conduire. Puisque quand ils arrivent à 12 points, ils sont éliminés. Mais ils sont suspendus pour une course, pardon. Mais si pour moi, par exemple, on lui dit là tu prends ces 2 points normalement, mais quand c'est récidif c'est 3 points, quand c'est récidif du 3 points c'est 4 points, et ça le calmerait parce que la suspension arriverait très très vite. Et en fait il faut trouver un truc pour l'arrêter parce que sinon de toute façon il a comment dire, il est assez, c'est assez tendancieux et il est assez fourbe avec ses manœuvres pour ne pas prendre de pénalité à chaque fois et du coup ne jamais se retrouver en risque de prendre ses 12 points. Donc, il sait très bien comment gêner Norris, surtout. Ok, il prend sa pénalité, mais c'est aussi très bien qu'il fout la course de Norris en l'air. Et lui, c'est tout dans son intérêt, effectivement, que Norris ne marque pas beaucoup de points ou le maximum de points. Donc il est prêt, effectivement, à se sacrifier, entre guillemets, à prendre ces pénalités-là. Tant que pour lui, ça n'a pas de conséquences, effectivement, voilà, parce qu'on ne retire pas des points pour l'instant au championnat à un pilote. Mais du coup, effectivement, Norris, lui, se retrouve pénalisé injustement par le comportement de Verstappen en piste, en ne pouvant pas aller chercher correctement un pilote Ferrari, ou même les 2 pilotes Ferrari devant, pour aller effectivement jouer la victoire et réduire un peu plus l'écart. Verstappen la joue, comme tu l'as dit, de manière extrêmement fourbe et intelligente. Il est là, effectivement, pour nuire à Norris, pas dans le sens... on va dire noble du terme, parce qu'il est vraiment là pour lui nuire dans le sens ok, je prends mes pénalités, mais toi j'ai foutu ta course en l'air, tu pourras pas aller chercher le maximum de points parce que j'ai fait le boulot au départ de la course en te ruinant tes chances effectivement d'aller faire mieux que moi, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas la voiture pour le retenir. Donc voilà, c'est effectivement c'est très calculé, quand c'est pas illégal comme tu l'as dit, c'est litigieux. Il n'y a pas un dépassement effectivement propre de Verstappen où on se pose pas des questions. Et ça pour moi effectivement c'est très problématique. Et pour le coup effectivement peut-être qu'effectivement un bannissement pour une course en sanction directe, voilà, ça peut exister. Hein, c'est quelque chose qui pourrait être appliqué. Là il est à 6 points sur 12, il n'est pas à 8 points, il est à 6 points sur 12. Il a encore un peu de marge on va dire jusqu'à la fin de la saison. Mais s'il refait la même au Brésil, ça pourrait être plus... Parce que le Brésil, hein, on s'en souvient qu'Hamilton, ligne de piste, hein, elles étaient bien repoussées de 50 mètres au moins. C'est clair qu'il était très loin, et puis il y a eu ça, il y a eu l'accrochage avec Hamilton en 2022, il y a eu pas mal de choses au Brésil, et voilà, effectivement, alors bannissement direct, c'est vrai que ça se fait pas, mais pour moi, typiquement... ça s'est fait avec Grosjean, en 2012. C'était avant la règle des 12 points, du permis, mais pour moi... Pour moi, il faudrait au moins une ou deux, 3 voire récidives pour arriver jusque-là. Ouais, mais là en fait il en est déjà tellement à plus que là pour moi s'il recommençait... Il n'a pas été sanctionné à Austin. Hein. Ouais. Non, mais après le problème... Il dit, moi je fais tant que je ne suis pas sanctionné, et il a dit si les règles changent, je m'adapterai. Oui. Donc je veux dire, Verstappen, c'est pas le seul coupable dans cette affaire. Hein. Ah non, mais le seul coupable, bien sûr que non. Après c'est juste qu'en fait, moi ce que je déplore dans tout ça, c'est qu'à la fin, la F1, n'en sort pas grandie, elle n'en sort pas plus belle, elle n'en sort pas plus spectaculaire, parce qu'au final... Au lieu de parler de ce qui se passe en piste, comme la semaine dernière, au lieu de parler du doublé de Ferrari, comme cette semaine, au lieu de parler du succès de Ferrari, on en parle encore de limites de piste, de manœuvres sales, de Verstappen, de trucs comme ça, de l'inconstance de la FIA, et ça c'est vrai qu'on va y revenir après parce que j'ai aussi à dire dessus, mais au final, c'est toujours les mêmes débats parce que Verstappen est incapable, et là je dis bien incapable, de faire une manœuvre propre en piste. Et encore une fois, je le dis depuis le début de l'année, je le dis depuis l'an dernier, je crois que je le dis déjà depuis 2021, on ne voit pas de lutte avec Verstappen qui dure 3 ou 4 virages ou plus. On le voit avec Hamilton et Russell, on le voit avec Russell et Norris, on le voit avec Leclerc et Norris, on le voit avec Leclerc et Sainz qui luttent pendant des virages complets, quasiment un tour, mais on le voit jamais avec Verstappen. Verstappen, c'est ça passe ou ça casse, et en l'occurrence, c'est même pas ça passe ou ça casse, c'est je passe, et si ça casse, c'est parce que l'autre s'est pas poussé. Et pour moi, c'est juste dégueulasse, parce que vraiment,
c'est pas une belle F1 en fait, c'est pas beau à voir. Moi, c'est pas, et ce serait, enfin, je m'en fous que ce soit Verstappen, parce qu'on me dit toujours des anti-Verstappen, mais Pérez fait pareil avec Lawson. Alors, il a bien appris sur ce coup-là. ouais. Mais c'est pas question que ce soit Verstappen, c'est question de dire. Il faut arrêter ça parce que c'est pas beau à voir. Moi, les gens qui me disent ça c'est bien, c'est du spectacle. Qu'est-ce que vous cherchez à regarder? Est-ce que vraiment vous voulez voir ce genre de truc, des pilotes qui font n'importe quoi en piste? Parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça qui me dérange. Et c'est ça qui me dérange parce que ça dure depuis 2016. Parce que tout le monde me dit 2021, mais en fait 2016 il est pareil. J'ai revu des images de Bahreïn 2018 où il accroche Hamilton en passant, enfin un truc improbable. Et voilà. Donc alors, Harry Ford demande si jamais il se passe des trucs similaires à RS 97, la FIA peut-elle disqualifier Verstappen du championnat comme Schumacher s'il commet un fait similaire? Je t'annonce déjà que ce qu'il fait à Norris au virage 8, c'est exactement ce qu'a fait Schumacher à Villeneuve. Enfin, c'est pas exactement, mais si, parce qu'il essaie de le taper quand même. Mais après, la FIA avait prévenu avant Abu Dhabi 2021 que tout pilote qui tenterait de faire ça à Abu Dhabi serait disqualifié de la même manière que GRS 97. Donc ça, ils peuvent le brandir, on va dire, sur des luttes pour le titre et ce genre de choses. Mais après, ils vont pas le brandir chaque course parce que c'est un peu extrême pour le coup. Mais voilà, ça peut arriver. Ouais, après, si Verstappen recommence de la même veine au Brésil et qu'il se reprend à chaque fois à 10 secondes, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va calmer aussi. Voilà. Oui. Parce que au bout d'un moment, il ne peut pas non plus laisser Norris lui reprendre 10 points au moins, ça quand même 10 points sur ce Grand Prix. Ouais. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être 10 8, c'est ça? Ou 17. 25, 18, oui, c'est ça, 17 de plus, ça aurait pu être 17, ça, c'est vraiment un autre tarif là pour Verstappen. Et si effectivement Verstappen continue et qu'il continue à se reprendre des pénalités de 10 secondes, autant te dire que peut-être que ça n'a pas changé directement après le Mexique, mais s'il refait la même après le Brésil et que c'est le même tarif pour lui, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être calmé quand même. Donc il faut juste espérer que du coup la FIA ait cette même constance dans la sévérité par rapport effectivement à son comportement en piste. Et peut-être qu'on arrivera à le calmer, entre guillemets, au fur et à mesure, comme ça. Voilà. C'est le seul espoir que j'ai à ce niveau-là. Dans le chat, il y a Leshmi qui vient de poster un premier message qui dit faut aussi la défense sur Norris a duré plus de 10 tours, mais parce que pendant 10 tours il le bloque ou il le dégage dehors, donc il n'y a pas de lutte réellement sur plusieurs virages en fait. De toute façon, c'est qu'à chaque fois il le pousse, il l'empêche de passer, et après on vient encore dire que c'est Norris qui est trop tendre, mais quand Norris n'est pas tendre, comme c'était le cas en Autriche, il se fait littéralement accrocher, sortir de piste et il perd tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que Verstappen reprend 10 points à Norris en le mettant dehors en Autriche, donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et donc non, ça n'est pas comme ça qu'on voit faire les autres pilotes. Après, je suis pas certain que Verstappen cherche forcément un accrochage avec Norris non plus, parce que c'est à double tranchant. Parce que si c'est Verstappen qui abandonne sur le coup et que Norris peut continuer, ça peut lui coûter beaucoup plus cher. Donc attention, hein, les mauvais calculs sont pas. Voilà. Il faudrait vraiment des gros accrochages pour que les deux restent sur le carreau. Mais jouer l'accrochage systématique, c'est pas forcément le bon plan. En tout cas, pas un accrochage franc et net, malheureusement. Mais bon, ça, c'est du sale qu'on aimerait vraiment pas voir. Parce que là, si on arrive là, c'est. Effectivement, la FIA devrait mettre son grain de sel, mais en dehors des Grands Prix, avec convocation au tribunal international. Hein. C'est plus la même chose derrière. Hein. Et du coup, alors, est-ce qu'on digresse sur la FIA maintenant, ou est-ce qu'on parle de Pérez? FIA. Après Pérez. Ouais, Pérez, on aura vite fait, c'est un tribunal d'exécution, ça serait voilà, c'est le tribunal next-gen derrière, ça passe la FIA. La FIA, bah oui, moi je trouve que malgré tout, c'est toujours n'importe quoi en fait. C'est toujours n'importe quoi. C'est mieux qu'à Austin quand même. C'est mieux qu'à Austin, mais du coup, pourquoi derrière, par exemple, Pérez n'est pas pénalisé pour avoir mis Lawson dehors? Ou Stroll? Parce que c'est pas la récidive. Ouais. Moi, je pense que c'est ça et parce que c'est pas la même vitesse aussi. Je pense qu'il y a vraiment aussi une grosse notion d'intention et de vitesse. Là, je pense vraiment que la notion d'intention de nuire, elle a été un petit peu calculée. Alors, c'est très subjectif, hein, évidemment. Mais quand on voit clairement les vitesses d'entrée de Verstappen, bon, encore Verstappen et Norris se chamaillent au virage, c'est le virage 4, il me semble. Autant le virage 8, il y a clairement intention de nuire de la part de Verstappen. Et là, c'est même pas du subjectif, c'est de l'objectif pur. Et là, clairement, il n'y a même pas besoin de se poser la question sur le fait de pénaliser. Entre Pérez Lawson, Pérez Stroll et tout ça, c'est quand même plus la touche-touche, on va dire, et un peu, on va dire, symptomatique de ce circuit, enfin, cette partie, la 4, 5, 6, effectivement, où on peut jouer un peu à je te pousse, tu me pousses, qu'on a vu pendant plusieurs années au Mexique. Ça a été moins sujet à pénalisation, ça, même si Gasly avait pris, je crois que c'était l'an dernier,
Il avait pris effectivement à cet endroit-là, mais c'est vrai que ça a quand même en général moins pénalisé pour ce genre de choses. Donc je pense qu'effectivement, comme la notion d'intention, la notion de vitesse, la notion entre guillemets, d'inconscience de prise du virage derrière, joue un peu quand même dans la volonté de pénaliser le pilote ou pas. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation, parce qu'on est quand même très loin des vitesses atteintes entre Verstappen et Norris sur ces cas-là. Ouais, Ouais. enfin, Slim Toussaint a donné l'explication la plus rationnelle parce qu'il voulait quitter la FIA, voulait quitter le circuit en vie. C'est pas faux non plus. Même si Lawson apparemment est toujours vivant. Enfin, quoique, j'ai pas eu de signe de vie On a eu bien la confirmation que Lawson était en vie. Bah écoute, en tout cas, le Sun n'a pas peur. Non. Et ça, c'est clair. Ça, c'est vrai que après, c'était un peu limite, on en reparlera tout à l'heure, mais bon, voilà. Bon, je sais pas s'il y a encore autre chose à dire sur la FIA. En tout cas, moi, je déplore que ce soit toujours malgré tout d'une course à l'autre, pas de constance. Non, Enfin, moi, donc, je dis juste, mettez-nous Herbert sur les 24 courses, c'est tout. Voilà. Oui, mais il vient de dire que c'est Bah, il biaisé. sera en burn-out. Hein. Ouais, c'est clair. Et Pérez, du coup, alors Pérez, bah, c'est bien simple, résumé de son week-end à domicile. Je veux gagner, je viens pour gagner. Je viens pour gagner, je serai champion. Enfin, son père a dit qu'il serait champion l'an prochain. Élimination. Champion de quoi? Oui, c'est vrai, il a peut-être non, du monde, hein, je crois, il a dit champion du monde. Champion du monde, non, il n'a pas dit l'an prochain, il sera champion du monde. Il a encore 10 ans à faire en F1. Voilà. Oui, bah oui, pourquoi pas. formidable. Le niveau de déni, ces gens. Et puis, du coup, élimination en Q1. Mauvais emplacement sur la grille de départ, puisqu'il pose ses roues largement devant son box et ensuite prend un bas. Forcément, on dit waouh, il a gagné 5 places. Avec un gros déni quand même. Mais non, Un gros déni, ouais, non. c'est Vérifiez, pas- je ne c'est crois super pas. départ. Le truc le plus obvious, il avance, il se place, il réavance derrière. Non, Je pense que Pérez, c'est un des pilotes qui a le plus de mauvaise foi possible. Ouais, c'est ça, c'est que là en ce moment il y est plus du tout. Alors après, je peux Quand on voit comprendre. son papa, je veux dire. Je peux comprendre qu'il y soit plus du tout parce que il vit une saison cauchemardesque. Il l'a dit lui-même, il a admis en conférence de presse jeudi. Mais Horner a confirmé. ouais, en plus, c'est pas très sympa, mais qui est très logique. Mais le problème, c'est que quand tu es à ce point-là, à la ramasse, c'est-à-dire que lui aussi se prend plus d'une seconde par Verstappen. Une seconde 5 même à un moment. Une seconde 5. Une seconde 5 sur le premier run et une seconde sur le deuxième, je crois. Et que tu rates, enfin que tu mets pas, enfin ouais, globalement que t'as pas de performance et qu'en plus tu fais n'importe quoi, bah tu arrêtes ta mauvaise foi et tu dis oui effectivement, enfin voilà, là son délire à la radio par rapport à non je ne pense pas que j'étais pas j'ai raté le départ. Bon après la FIA a fait une erreur, c'est qu'elle a mis false start, alors que c'est pas false start, c'est mauvais emplacement et normalement c'est pas formulé pareil. Mais le fait est que c'était totalement lunaire. Je comprends même pas que son ingénieur lui ait pas directement dit. Bah, Non, il prend quand même un très très bon départ, ça il faut pas lui enlever. Simplement, il avance, il est 30 ou 40 cm devant, c'est tout. Parce que ces 5 places gagnées, il les a vraiment bien gagnées au départ. Simplement, ben voilà, certes, il était un poil plus avancé, mais c'est pas ça qui lui fait gagner 5 places. Il prend quand même un très bon envol, ça c'est vrai. Ouais. Faut pas lui enlever. Mais du mauvais mise en placement, c'est ça. Il prend l'envol avec les roues précisément là où il a déposé de la gomme au départ du tour de formation. Donc forcément, peut jouer aussi. sur le côté sale de la piste, ça joue énormément. Ouais. Mais, Tu vois, c'est bon. là où les Grands Prix où il y a très peu d'adhérence comme à Mexico, c'est là où je pense la différence a été vraiment abyssale avec Verstappen. Hein. On pourra quand même saluer la maestria, mais voilà. Alors après maintenant, il y a la question qui se pose, c'est est-ce que Pérez, on est même à se demander, après les dernières déclarations de Horner, est-ce que Pérez va finir la saison? Ça, Là, pour moi, il a raté. Oui, je pense qu'il va le finir pour une raison simple, effectivement, c'est qu'on en parle et tout. Il est un peu protégé, ce Sergio, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers derrière, ne serait-ce que par Red Bull là-bas, mais il y a aussi tout le soutien de Telmex, de Carlos Slim, mais qui est en train de dire que ça pourrait se barrer parce que forcément AT&T c'est un peu le concurrent effectivement de Telmex et donc pourquoi est-ce qu'on resterait? En gros, c'est en train quand même de préparer le terrain à un départ. Moi, je trouve juste que c'est une énorme opportunité ratée de la part de Sergio Pérez d'annoncer clairement le fait qu'il ne serait pas là en 2025, de faire une tournée d'adieu entre guillemets au Mexique. Peut-être que c'était prévu que finalement, vu qu'il a fait une telle merde en Q1, du coup le dimanche il n'y a pas d'annonce, mais je crois pas vraiment. Pour moi, ça s'accroche jusqu'au dernier moment au contrat.
ça va négocier tout ce que tu peux et son contraire pour s'en sortir, si ce n'est la tête haute, au moins avec les meilleurs deals financiers ou d'ambassadeurs ou de sponsoring de Red Bull dans d'autres catégories, enfin bref, tout ce que tu veux, puisque ça a quand même été un peu avancé par Marco, voilà, même par Horner, voilà, le fait de pouvoir rester dans la famille Red Bull, d'être ambassadeur, de pouvoir faire des choses, peut-être course d'une autre catégorie, donc voilà, mais voilà, il faut pas. En tout cas, j'ose espérer que si s'il doit partir à la fin de la saison, ce sera annoncé avant Abu Dhabi, que ça se fera de manière propre et concertée. Maintenant, être limogé comme ça directement après le Mexique, j'y crois pas du tout. Là, on l'aurait déjà su, je pense, effectivement, pour le Brésil. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, c'est Red Bull, hein. Red Bull sont capables de nous faire tout, absolument tout. Mais bon, malheureusement, je pense qu'ils ont compris que de toute façon, même avec la performance actuelle de la Red Bull, le championnat constructeur, il est foutu. C'est-à-dire qu'on peut même y mettre un Lawson avec Verstappen. Je pense que ça lutte pas au duo de McLaren, ça lutte pas face au duo de Ferrari par rapport à la Red Bull actuelle, au niveau de la Red Bull. Donc, du coup, on va laisser Perez finir la saison. Voilà, je pense que ça va se résumer à ça. Mais clairement, je le vois pas là en 2025. Voilà, Mais de toute façon, en fait, moi, ce que je trouve fou. Alors, déjà, le truc qui est fou, c'est que pour moi, il est prolongé cette année parce que sa saison 2023 elle est catastrophique. Faut pas oublier qu'il y a eu un nombre déjà fou d'éliminations en Q1 et d'erreurs. Donc, c'est fou qu'il est prolongé, mais surtout, et là, on en vient à la bêtise de Christian Horner, c'est vraiment de dire la prolongation 2025-2026 en plein milieu de saison. Juste parce que à ce moment-là, Horner veut faire oublier le fait qu'il est lui-même dans la sauce et que il veut dériver sur autre chose et du coup il dit ouais on prolonge Perez et tout. Enfin, c'est tout le monde passe pour des clowns en fait parce que le Perez du coup qui était, enfin il se fait prolonger et à partir de là il fait plus rien et Red Bull d'avoir prolongé un pilote qui en fait n'était pas du tout solide, qui avait pas les reins pour faire 2 ans de plus et qui au final a déjà de la chance de finir sa saison. Donc, moi je trouve que c'est vraiment, enfin là, l'image qui est renvoyée par l'équipe avec le dossier Pérez et l'image que renvoie Pérez de lui-même est catastrophique. Il ne faut pas qu'il croie que Red Bull va le garder l'an prochain. Moi je suis totalement d'accord que de toute façon il le dégage en fin de saison. Et je suis d'accord avec toi, Franck, il avait la possibilité de se faire un magnifique dernier week-end à domicile en communion avec son public. Ça l'aurait sûrement galvanisé, il aurait sûrement fait mieux parce que du coup il aurait été vraiment poussé par le public et ça aurait été super émouvant, super joli et super réussi. Là, finalement, il a fait un truc catastrophique, au tel point que le public mexicain était comme des dingues quand il voyait Carlos Sainz, et que lui, on l'a pas vu après la course, donc de toute façon, il n'a même pas eu son ovation. Et au final, il va être dégagé juste par un communiqué de presse tout pourri la semaine qui suivra à Abu Dhabi. Il va partir par la toute petite porte, si c'est pas une fenêtre, et on n'en entendra plus parler, parce que de toute façon, c'est pas Sauber qui va prendre Pérez. Aujourd'hui, Pérez, il est grillé de chez grillé avec la saison qu'il fait. Donc là-dessus, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, c'est la pire gestion possible. ça reste quand même ouverte là aussi la question, quand même, parce qu'on n'a pas trop parlé de quel est le vrai niveau de la Red Bull. Est-ce que c'est Verstappen qui réussit vraiment à le magnifier ou la Red Bull est vraiment catastrophique? Je pense que la réponse se situe un peu entre les deux, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, les excuses du style Red Bull sait, mes ingénieurs savent pourquoi et tout ça, quand tu es à 1 seconde 5, C'est ça. ou même dire à 1 seconde, même on va dire 1 seconde, c'est intenable comme discours, c'est pas justifiable. Donc j'ose espérer quand même que s'il doit partir de la F1 à la fin de la saison, ça soit au moins annoncé avant le dernier week-end à Abu Dhabi, au moins pour faire quelque chose d'un petit peu sympa. Mais oui, je veux dire, s'il reste là en 2025 avec ces performances-là, ouais, là je sais pas, il tient les personnes du management de Red Bull avec un dossier qui est monstrueux et dont personne n'a connaissance, quoi. Mais même pas, parce que sinon il se ferait même pas autant critiquer. Là, Horner a dit quand même qu'il y avait des décisions très difficiles qui devaient être prises. Marco qui dit aussi que la situation de Perez est ouverte. Je pense donc que le nouveau contrat qu'on a proposé à Perez, comme tu dis, certes est incompréhensible par rapport à ses performances, mais ce nouveau contrat, à mon avis, il a dû recouvrir le contrat actuel avec des énormes clauses de sortie en termes de performance, qui sont évidemment encore plus à l'avantage de Red Bull. Et donc, du coup, ça a dû être un peu qui tout double. Ok, tu veux prolonger? Pas de souci. Par contre, tes clauses de performance, on les resserre encore plus. Et par contre, t'as intérêt effectivement à être au top niveau. Et si t'es pas au top niveau à la fin de la saison, tu dégages, quoi.
Et je pense qu'effectivement, la clause de sortie, elle est finalement pas en cours de saison, mais plutôt en fin de saison. Ouais, sûrement. Hein. Sûrement. D'accord. Voilà, en tout cas, c'est vrai que Pérez, ça a été vraiment. Enfin, moi, je pense que c'est son pire week-end depuis très longtemps, en fait. Parce que il a manqué un crash pour vraiment que ce soit la catastrophe, mais en fait, il n'a même pas eu besoin de ça pour que ce soit horrible. Donc, de toute façon, c'était vraiment terrible. Et effectivement, je pense que lui, les 4 derniers week-ends vont être longs. Je sais même pas comment les pauvres fans mexicains arrivent encore à soutenir. Voilà, parce que franchement, c'était beau à voir quand même tout le soutien qu'il avait quand même. Malgré les résultats effectivement catastrophiques qu'il a signés en qualification. Et sa course aussi qui était assez déplorable, il faut le dire. Hein. La course a été nulle, hein, vraiment. Après, il a eu des dégâts. Alors, la course, bon, Oui, il peut avoir une circonstance atténuante, mais de toute façon, son week-end n'est pas au niveau. Il a des dégâts parce qu'il fait n'importe quoi en piste. Donc, il se provoque lui-même sa situation. Donc, de toute façon, c'est éliminatoire. On va passer à As, avec la 7ème place de Kevin Magnussen, la 9ème place de Nico Hülkenberg. Ça fait une nouvelle moisson de points pour l'équipe qui conforte sa 6ème place au championnat. Et qui a toujours évolué dans le top 10 tout au long du week-end. En fait, surtout ça qui a été impressionnant, c'est que la As commence vraiment à être une voiture de pas de tête, mais de bon niveau de peloton et de tête de peloton en tout cas. Je sais pas si Alex. Ouais, c'est la confirmation des évolutions d'Austin qui ont bien fonctionné et qui montrent que voilà, on a une voiture saine qui réagit sainement aux évolutions avec un travail qui est dans l'ombre mais qui est constant, hein, de l'utilité peut-être d'avoir un ingénieur qui dirige une équipe. Ça, c'est toujours un peu plus pratique. Excellent week-end de Magnussen, je pense que c'est son meilleur week-end de l'année. Il a été... première Q3 de la saison. Première Q3 de la saison, oui. C'est super, franchement, je ne m'y attendais pas. Donc c'est peut-être son dernier meilleur week-end en carrière, mais voilà, et Hülkenberg a été un petit peu en retrait. Hein, voilà, c'est la preuve que sur le circuit, il y a peu d'adhérence. Il y a souvent un petit peu des surprises comme ça. Non, voilà, As qui fait tout droit vers la 6ème place au championnat du monde. Et heureusement que Aston Martin a pris un peu d'avance en début d'année parce que sinon, voilà, ça aurait pu jouer là. Et franchement, on se souvient qu'en fin de saison dernière, on se demandait mais pourquoi cette équipe est en F1 hein on était venu à se demander ça. Et là, on voit la réponse. Ils ont un partenariat. Alors bien sûr, c'est limité, mais c'est quand même Toyota qui est embarqué dans cette affaire. On a une voiture saine, on a des pilotes qui vont encore changer. Donc voilà, je pense que Ocon est ravi de voir la dynamique qui existe dans cette équipe-là. Hein. Voilà, évidemment, il faudra confirmer la saison prochaine, etc. Mais voilà, je dirais pas que c'est un peu les Force India d'il y a 3 ans, parce que Force India, il y a 3-4 ans, parce que Force India Racing Point, ils sont dans des situations budgétaires bien pires encore. Mais ça montre que dans cette F1-là, il n'y a pas d'équipe totalement faible, hein. Même Sauber n'est pas totalement largué. En tout cas, ce week-end-là, c'est dans le coup. Voilà, c'est de l'excellent travail. Je pense qu'ils peuvent difficilement faire mieux. Et encore, Magnussen n'était pas il n'a pas fini loin de Verstappen. Hein. Il a fini à 4 secondes, je crois, de Verstappen. Donc, il n'était finalement pas si loin. Donc, c'est un très très gros week-end de As et on est ravis de voir cette équipe bien fonctionner. C'est la 2e Q3 consécutive de Magnussen. Hein, c'était sa première Q3 à Austin déjà. Allez, pardon. Il fait 9e à Austin en quali, c'est 7e ici. Et de ce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'ils sont tous les deux en Q3 depuis 2018. C'est ce que j'ai cru entendre dans une interview de Magnussen. Donc je sais pas s'il avait. Il semblait qu'il avait déjà fait une double Q3 l'an dernier, mais non, ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été la 9e Q3 de l'année pour Hülkenberg. Ouais. Non, après, la clé pour moi chez As, c'est. Alors, certes, il y a eu un hiver certainement un peu plus studieux et destiné à corriger un petit peu de la VF23 à la VF24, et là, on avait encore un peu Steiner à la manette. Mais le gros comme point positif, c'est le management de Komatsu. Cette décision, effectivement, de sacrifier les essais privés hivernaux de Bahreïn en faisant 3 jours de roulage long relais pour absolument comprendre absolument comment se comportaient les pneus en course et éradiquer effectivement cette tare qui les a vraiment ruiné toute leur performance l'an dernier, effectivement, avec ces pneus qui s'effondraient en course. Alors certes, une monoplace un peu plus saine, des pneus enfin compris en course, et surtout un développement quasiment parfait, hein, parce qu'ils l'ont dit encore en conférence de presse
Alors, du coup, effectivement, il y a Austin et Mexique qui se suivent. Donc, je sais plus si c'est Austin ou si c'est au Mexique qui l'ont dit, mais que voilà, ce développement a toujours été quasiment parfait. Mm. Quand les évolutions arrivaient, il y en avait quelques-unes peut-être qui n'étaient pas bonnes, mais il y en avait au moins plusieurs dans le lot qui fonctionnaient, qui étaient conservées, quoi. Et ça, c'était jamais arrivé avant. Donc, et surtout avoir autant d'évolutions sur l'année, à un rythme plus régulier. Et ça, c'est effectivement tout l'intérêt de la stratégie de Komatsu, qui est, rappelons-le, un ingénieur à la base, et qu'effectivement, quand on a besoin de redresser une équipe, souvent, pour remonter la barre, les ingénieurs sont toujours très bons, hein. On se souvient de Binotto chez Ferrari, on se souvient maintenant effectivement de Komatsu ici, on avait Abitbull aussi chez Renault. Après, c'est toujours le dernier palier qui est plus délicat à franchir, et parfois il y a besoin de quelque chose d'autre qu'un ingénieur pour ça. Mais en tout cas, c'est ce dont avait besoin As cette année, et force est de constater que, bon, certes, la sixième place au constructeur n'est pas du tout assurée, parce qu'il y a encore beaucoup de possibilités de marquer de points, mais il s'éloigne de plus en plus de RBF1 qui multiplie les boulettes, quoi. Voilà, clairement. Et David J dit les perfos de Haas sont liés aux bonnes perfs de Ferrari, ça coïncide. Pas vraiment. On a vu quelques fluctuations différentes. Il ne faut pas oublier que Haas ne prend pas plus que les autres, hein. Chez Ferrari, ils prennent les suspensions, la boîte de vitesse, le moteur, mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Donc c'est pas des voitures qui sont communes. Après, la philosophie est la même, mais c'est pas, il n'y a pas plus de Ferrari dans la Haas que de Red Bull dans la RBF1 ou ce genre de choses, quoi. Donc là-dessus, c'est pas le cas. Et je voulais préciser ma stat, c'est la première double Q3 depuis Autriche 2022. Ah, ouais. Et première double Q3 et double point depuis 2018. Ah, Donc ok. voilà. Les Donc, deux à la fois, dans le même week-end. Ouais. D'accord. Donc Oui. c'est vrai que ça faisait longtemps. Donc c'est quand même, voilà, on voit quand même que c'est leur meilleure saison clairement depuis 2018. Et c'est bien pour eux, parce que malgré tout c'est une équipe qui a montré rapidement qu'elle savait faire de très belles choses. Et c'est vrai que on voit que les errances de la période Covid et puis ensuite de la fin de la période Steiner qui était un petit peu, qui aurait dû quitter plus tôt, il l'a dit lui-même, sont bien derrière eux, quoi. Et voilà, encore une fois, Warrius Zero qui dit la Sauber est motorisée par Ferrari aussi, on en parle de leur perfo. Mais de toute façon, c'est vrai, et en même temps, c'est juste que les contrats sont assez limités quand même sur les pièces que peuvent prendre les équipes. Donc là-dessus, c'est clair. Alors après As, on va parler d'Alpine, puisqu'Alpine marque un point. Très très belle qualif encore de Pierre Gasly qui nous fait un top 10 le samedi. Cette fois, ça se consacre. J'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave. Ça se concrétise, merci, par un point le dimanche. Ocon termine 13ème après être parti des stands, donc belle remontée aussi dans le peloton malgré tout. Il y a eu quelques abandons et quelques incidents, mais il a su remonter. Donc lui aussi, il découvrait les évolutions qu'avait Gasly depuis la semaine dernière. Donc c'est plutôt un week-end positif. Alors je mets des guillemets quand même, parce que c'est qu'une 10e place et qu'une Q3, mais c'est quand même un week-end positif pour Alpine. Ouais, puis aussi, Alex. on se souvient que Gasly avait fait une 6e place aussi, donc c'était génial. Mais l'opérationnel avait été catastrophique. Là, l'opérationnel était bon, sans être extraordinaire. Et oui, ça marque des points. Il y a quand même un peu une lueur d'espoir avec les évolutions d'Austin qui fonctionnent. Et ils reviennent à 3 points de Williams dans ce duel dantesque pour la 8e place du championnat. Oui, on va pas tirer de conclusion hâtive, hein. La 524 fonctionnait clairement mieux ce week-end. Gasly était aussi très rapide dans essais libres, hein. Il avait marqué directement son. Je pense qu'effectivement, il a trouvé les bons réglages peut-être assez rapidement sur ce circuit. Et donc, il était effectivement plus en forme que d'habitude par rapport à son équipier. Effectivement, où l'écart était un peu plus marqué que d'habitude. Parce que d'habitude, ils sont quand même à touche-touche, hein. Tous les deux ils sont vraiment en général dans le 10e, voire moins des fois. Bon, voilà, ça reste un one-off. Ça flirtait avec les points ces derniers temps. C'est revenu dedans. Est-ce que ça se confirmera au Brésil ou pas? Au Brésil, ça peut toujours être un peu une course un peu loterie, hein, on le sait, hein. C'est quand même une course qui est toujours un peu animée. En plus, il y a la météo qui s'en mêle cette année. Ça pourrait être vraiment aussi pour les aider. Voilà. Après, bon, ça va dépendre des évolutions. Ça va dépendre de ce qui est prévu pour 2025. Ça va dépendre de pas mal de choses aussi pour eux. Clairement, leur objectif, c'est 2026, hein, soyons clairs. Là, ça va être effectivement minimiser les dégâts, on va dire, pendant encore une saison et 4 courses. Faire de leur mieux possible, et pour qu'effectivement ça
Ça aborde la nouvelle ère des règlements avec le moteur Mercedes, a priori, puisqu'on n'a pas encore de confirmation que c'est Mercedes qui les motorisera, mais voilà, parce que pour l'instant, tant que ça n'a pas été annoncé, on peut. L'horloge tourne hein, quand même pour développer la voiture. C'est ça. Bon, peut-être que ça a été signé et que derrière ils attendent le bon moment pour l'annoncer aussi. Donc peut-être que ça sera la fin de la saison, mais que derrière ça bosse déjà aussi. Hein. C'est pas parce qu'on ne l'a pas annoncé que c'est pas fait. C'est toujours pareil. Je pense qu'ils attendent un petit délai entre l'annonce de la restructuration de Viry et l'annonce Mercedes. Après, il y a aussi ça, mais il ne faut pas oublier que la FIA doit valider aussi les accords équipe motoriste parce qu'il y a quand même des quotas à respecter et tout. Donc peut-être que ça sera en fin de saison aussi. Voilà, peut-être qu'il y aura effectivement un accord commercial avant d'être validé par la FIA. Enfin bref, vous m'avez compris. Il n'y a pas de raison qu'il passe chez Ferrari en tout cas, chez Honda non plus, et chez Red Bull Powertrain encore moins, et chez Audi évidemment pas non plus. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ce soit pas Mercedes qui soit derrière. En plus, il y a des accords industriels entre Mercedes et Renault, donc ça a du sens de ce côté-là. Donc voilà, bon week-end pour Pierre, clairement. Un point, ça compte énormément, comme tu l'as dit, Alex. Effectivement, ça joue au point près ou quasiment avec Williams. Alors que Williams, effectivement, était sur une bonne dynamique ces derniers temps. Ça pêche un petit peu avec quelques petites erreurs à gauche et à droite. Donc, voilà, si Alpine peut en profiter pour tenter de grappiller une place, ce qui ne sera pas évident, parce qu'il faut quand même encore marquer 3 points en 4 courses et 2 sprints. C'est possible, mais les points valent très très cher en ce moment. C'est clair. C'est vrai que ça va être compliqué pour Alpine de faire beaucoup mieux. Moi, j'ai du mal sachant que Williams a quand même de bonnes perfs, on y reviendra un peu plus tard, mais l'équipe Williams. Et que Haas a surtout pris un vrai ascendant dans le top 5 aussi. Ouais, c'est ça. Donc, moi j'ai quand même du mal à croire qu'ils peuvent remonter et que Williams n'a pas remarqué de points jusqu'à la fin de saison, mais bon, ça reste une petite lutte et un petit enjeu fou. Et voilà, je sais pas, Ocon est très bon sous la pluie, au Brésil il pleut, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai aussi. Allez, victoire d'Ocon dimanche. Il en faudrait quand même beaucoup qui se passe. Oui, tu m'étonnes. Bon, après qu'il y a Verstappen fou sur la piste, on sait jamais. Un accrochage Ocon-Verstappen encore. Mais cette fois, c'est Ocon qui prend un tour à Verstappen. Pour qu'on s'amuse vraiment. Et Norris qui gagne, 25 points. Boum, allez. On va parler d'Aston Martin. Alors oui, si ça vous a peut-être échappé, mais ils étaient bien là. Ils ont bien roulé en piste ce week-end. Fernando Alonso fêtait son 400e engagement en Formule 1, et j'ai bien 400e engagement et pas 400e Grand Prix, puisque c'était son 398e Grand Prix de mémoire. Lance Stroll fêtait pas grand chose parce qu'il a été assez peu bavard du week-end, et ça se termine par une 11e place de Lance Stroll et un abandon pour Fernando Alonso. Des engagements. Des engagements. C'est son. Donc ouais, ça a été, je sais même pas quoi dire parce qu'en fait c'était assez mauvais tout le week-end. Peut-être qu'Alonso aurait pu avoir un espoir de Q3 qui a été ruiné par la sortie de piste de Yuki Tsunoda en Q2, mais c'était le seul espoir de choses positives ce week-end. Sinon globalement c'était quand même pas très bon. Et on voit que aussi, je pense qu'ils ont totalement abandonné la voiture actuelle et que elle est en plein, elle est pas dans. Ils ont enlevé des évolutions, comme on l'a écrit cet après-midi, si vous l'avez lu. Ils ont enlevé des évolutions de signes qui fonctionnaient pas très bien, donc pareil, ils sont perdus sur le développement. Hein, donc, c'est le premier abandon d'Alonso depuis Mexique 2023, et il avait déjà abandonné au Mexique 2018. Il n'aime pas le Mexique. Il n'aime pas le Mexique. Mais il n'aime pas non plus cette fin de saison parce que c'est quand même assez. C'est en attendant l'an prochain, voilà. En attendant même 2026. Ouais, c'est ça. Hein. En attendant New Way, tu veux dire. On va parler de Haas, c'est-à-dire que Aston Martin, Haas a réussi à mettre fin à leur problème de on n'arrive pas à développer la voiture en cours de saison. Aston Martin, ça fait 2 ans que c'est pareil, quoi. Et c'est un peu inquiétant. Alors oui, il reste 5e, mais il stagne, même Haas qui se rapproche. Stroll fait pas un mauvais Grand Prix en soi. Il est quand même un petit peu dans la lutte, mais ça reste évidemment insuffisant pour une équipe qui aspire à être un top team. Là encore, on est vraiment un peu comme dans Mercedes. On met les bouchées doubles sur l'an prochain, sur 2026, etc. Et en attendant, on fait dodo et on attend que ça finisse, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'avec un niveau qui est encore plus... là, parce que là, quand même, on en est à un point où Aston Martin est vraiment entre 7e et 9e force selon les Grands Prix, quoi. Donc c'est vraiment catastrophique. Alonso dit qu'il aurait pu faire Q3 avec un bon tour, donc voilà. Bon. Moi, vu l'évolution de la piste, j'y crois pas trop, mais parce que je pense que tout le monde aurait bien amélioré.
Lawson est en train d'améliorer aussi, on y reviendra. Donc voilà, c'était un peu. Je pense que ça aurait été. Ils étaient à peu près à leur niveau, à mon avis. Donc voilà, je propose de ne pas épiloguer là-dessus. On va passer plutôt à Williams. Avec la 12e place de Franco Colapinto éliminé en Q1 et qui est donc remonté de quelques places. Et l'abandon d'Alex Albon qui avait signé une Q3 et qui a été pris dans un accrochage au départ, qui a été jugé incident de course par les commissaires parce que c'est 3 pilotes de front qui se sont touchés. Ouais, c'était pas mal Williams au niveau de la performance. C'est là que je disais tout à l'heure que Alpine pour moi c'était compliqué. C'est parce que je trouve que Williams est plutôt dans une situation positive en termes de dynamique et en termes de performance, malgré le fait que là, ce week-end, ils n'ont pas réussi à concrétiser, que ce soit en qualif avec les deux pilotes ou en course avec les deux pilotes. Ah oui, Albon a fait une super Q3. Hein. Il s'est un peu réveillé parce qu'il faut bien avouer que son étoile avait un peu pâli depuis que Colapinto est titulaire. Donc effectivement, il a fait une bonne perf au moment où ça comptait, vraiment une excellente perf, alors que Colapinto a eu quand même beaucoup plus de mal par rapport à Albon ce week-end. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait pu aller chercher ce point-là, par exemple, qu'Ocon a inscrit. C'est vrai que Albon a eu un petit incident en essai libre 1 où il a perdu le contrôle en étant surpris par la Ferrari de Berman et il a percuté puis il a tapé le mur. C'était un petit peu tendancieux parce que Greg Berman était un petit peu en sortie de trajectoire, mais en même temps on a vu beaucoup de pilotes qui étaient à cet endroit-là qui ne se sont pas fait percuter. Là il y a une vraie perte de contrôle de Albon, donc c'est dommage pour lui, mais bon, ça n'a pas ruiné son week-end en termes de performance, mais malheureusement, malchance jusqu'au bout. C'est vrai que Albon est assez coutumier du fait que quand il y a des choses qui se passent au départ, il est souvent impliqué dedans. C'est pas forcément de sa faute ou quoi, c'est juste un manque de chance. Je pense mauvais endroit, mauvais moment. Puis bon, malgré tout, quand on passe toutes ces courses à partir dans le peloton entre la 8e et la 15e place, forcément, on est plus sujet à être impliqué. Mais globalement, c'était pas trop mal. Williams qui a d'ailleurs signé un sponsor pour 2 courses grâce à Colapinto, puisque le capot de moteur est devenu tout jaune pour accueillir Mercado Libre, qui est vraiment un de ses partenaires. Et qui du coup fait aussi une petite rentrée budgétaire pour Williams qui va au moins compenser celle qu'il avait perdu avec Sargent, on va dire. Je vous propose de passer à Steak F1 qui a terminé 14e et 15e après s'être qualifié. Alors Bottas a fait une Q2, Joe a fait une 20e place en qualif. Des commentaires, messieurs. Franck, tu veux peut-être épiloguer un petit peu sur... Oui, vu que j'ai rien dit sur Williams, je vais peut-être parler un peu de... je vais parler de... Si tu as quelque chose sur Williams à dire, tu n'hésites pas. Hein. Oh, non, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire effectivement que ça, que le fait qu'Albon s'est retrouvé effectivement au mauvais moment, coincé entre Gasly et Tsunoda, mais voilà, non, Steak, mieux quand même. Mieux en termes de perf quand même, il y a des évolutions qui commençaient à fonctionner. Après, il avait dit avant le Grand Prix que le Mexique leur conviendrait un petit peu mieux. Ça reste loin des points, évidemment, mais c'est quand même, en termes de perf, beaucoup plus convaincant. Voilà. Après, on sait aussi que c'est très lié au circuit aussi, donc on va pas non plus se réjouir malheureusement trop vite pour eux. La voiture reste très loin. Moins de focus sur l'aéro au Mexique à cause de l'altitude, donc forcément, ça les a aidés. Ça les aidera un petit peu encore au Brésil, parce que même si le Brésil est en altitude, c'est quand même moins haut. Je crois que c'est 800 mètres, 900 mètres d'altitude contre 2200 au Mexique. Donc là-bas, ça jouera un petit peu, mais moins. Mais par contre, on voit effectivement un Bottas qui est extrêmement motivé quand même. C'est surtout ça que je veux souligner, parce qu'il a été hyper rapide aussi lors des essais libres. Des qualifs aussi, il s'est bien donné. Voilà, on sent que voilà, le baquet qui reste à jouer chez Sauber, Steak, Audi, tout ce que vous voulez, il en a vraiment envie, hein, clairement, il l'a dit. Et si c'est pas ça, il va rester en F1 en tant que réserviste chez Mercedes. En gros, il ne faut pas attendre de suite à ce qu'on voit Bottas courir ailleurs qu'en F1 ou ailleurs que dans les paddocks s'il ne court pas. Donc ouais, motivé, alors que Joe, lui, il est complètement aux abonnés absents. Clairement, il a vraiment lâché, hein, Joe. Voilà, donc un peu en course, effectivement, il était un peu là, mais sinon, il a vraiment lâché Joe. Et en Q1, Bottas, il met quand même 8 dixièmes Joe, enfin 7 dixièmes et demi. Et Joe, qui est terminé dans le 20e, termine à une demi-seconde du 19e qui était Ocon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ranger les deux pilotes Steak, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans le même sac. Hein. Il y en a un qui vraiment il n'y est plus là et qui mérite d'être éjecté à la fin de l'année, et un qui, c'est difficile de juger de ses performances, mais difficile aussi de lui reprocher quelque chose sur ce week-end. Donc là, il a fait le job, Bottas.
Je suis assez d'accord. On nous demande de Colapinto pour remplacer Bottas. Chez Steak, il y a trois jeunes pilotes un petit peu en concurrence avec Bottas. Il y a Colapinto, il y a Schumacher et il y a Bortoleto. Il semblerait que la piste de Bortoleto s'éloigne de plus en plus, surtout qu'il n'a pas été testé en F1. Colapinto, je pense qu'il dirait pas non, mais les termes sont quand même un peu plus compliqués à trouver avec Jens Wolf. Les discussions qu'il y a eu pour Colapinto ce week-end, c'est plutôt entre Red Bull et Williams. Même si Colapinto a un petit peu minimisé les rumeurs de le voir arriver chez RBF1 dans le cas où Lawson serait promu chez Red Bull. Il y a quand même des discussions, mais Marco a quand même mis les points sur le i en disant qu'ils n'allaient pas former Colapinto pour une autre équipe. Donc en gros, on vous rachète le contrat de Colapinto clair et net, vous ne le retrouvez pas, en tout cas pas avant un contrat à long terme chez nous. Donc ça va peut-être dire certainement du 3 ans ou du 5 ans, en général chez Red Bull c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc évidemment ça coince, parce que Jens Wolf, lui, il aimerait bien quand même pouvoir garder la main sur Colapinto à un moment ou à un autre, puisque il y a toujours l'hypothèse que Carlos Sainz pourrait être attiré par un top team s'il a une belle offre, et je pense que son contrat pluriannuel chez Williams lui laisse des portes de sortie s'il y avait un appel chez du Mercedes ou du Red Bull par exemple. Donc avoir effectivement un Colapinto qui est extrêmement convaincant à côté, en dispo, ça reste quand même quelque chose de très attrayant pour Williams. Après, on est dans une Formule 1 où il y a 20 excellents pilotes, voire même un peu plus disponibles. Williams ne se retrouverait quand même pas en galère de bons pilotes derrière au cas où elle céderait Colapinto. Maintenant, voilà, c'est forcément une négociation extrêmement tendue et confidentielle, comme l'a dit Vols, avec Red Bull, certainement. Avec Binotto, je sais pas trop. Il y a eu effectivement, ça semblait être le baquet évident pour Colapinto, mais c'est pas si évident que ça a priori. Donc, surtout que s'il ne peut pas être libéré, voilà, c'est ça. Bottas, il a 35 ans. Est-ce que, je dis encore une fois, sur le plan de la perf pure, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. On a peut-être besoin d'un pilote pour un petit peu développer l'équipe. Alors, je suis d'accord que ça ne fait pas rêver que Colapinto mérite, mais si Bottas est prolongé, c'est clairement pas un scandale. Non, c'est pas un scandale, mais bon. Ça ne fait pas rêver, je suis d'accord. Le problème, c'est que prolonger Bottas, c'est prolonger un pilote qui est déjà le même profil que celui qui a signé, puisque Hülkenberg à côté sera là justement pour être ce pilote expérimenté. Alors, ils peuvent vouloir l'expérience des deux, parce que c'est vrai qu'encore une fois, Bottas a une expérience qui est très très bonne pour une équipe. Il a déjà été dans un top team qui dominait, il a gagné, il a fait des pôles, il a participé à des titres, donc forcément, c'est un profil que toute équipe du midfield voudrait. Maintenant, les ingénieurs doivent savoir, les équipes via les ingénieurs doivent savoir s'il est à fond ou pas par rapport à ce que vaut la voiture. C'est très difficile à savoir, mais sur le papier, sur les infos que nous on a, effectivement il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il étrille complètement Joe toute la saison, et avec une voiture qui est clairement la dernière force depuis quasiment le début de saison, on peut pas lui demander plus en fait, tout simplement. Donc effectivement là-dessus je vous rejoins totalement, mais pour moi ça se jouera entre Bottas et Colapinto. Je pense que Schumacher ça se fera pas, et Bortoleto j'y crois pas une seule seconde, mais je vois pas pourquoi Binotto prendrait une Schumacher plutôt qu'un Bottas, clairement. Au moment effectivement il faut reconstruire l'équipe, alors bon, reconstruire ou construire, on va peut-être même dire construire, puisque voilà, Binotto arrive avec des idées neuves après les départs forcés de Seidel et Hoffman, donc tout est à construire ou à reconstruire, on va dire de nouveau. Donc est-ce que Bottas peut être un point de référence salutaire pour InWheel cette année de reconstruction qui s'annonce avant l'arrivée officielle d'Audi? C'est possible, hein, voilà. Mais maintenant on sait tout à fait que un pilote ne fait pas tout non plus en interne, clairement, et que souvent une nouvelle dynamique est parfois plus salutaire, hein. Donc je sais pas quel va être le raisonnement de Binotto derrière tout ça. On sait que Binotto a toujours été plutôt conservateur dans le choix de ses pilotes. Donc ça joue un petit peu à l'avantage de Bottas, qui est prêt d'ailleurs à signer que pour une seule année, hein. Il a clairement dit. Limite il se prostitue, quoi. Je veux dire, on en est là, hein. Oulala. Non, mais c'est un peu ce qu'il a laissé entendre, hein. On s'est mis d'accord sur les termes, mon contrat est prêt à signer et tout. Non, mais lui, oui, il acceptera le contrat minimal avec salaire minimal s'il le faut. Il voulait au départ un bon salaire, il voulait au départ pluriannuel, et au final, il est d'accord pour rester une seule année, voire même aller une année en pilote de réserve chez Mercedes. Donc voilà, en l'espace de 2-3 semaines, le discours il a énormément changé, quoi. Donc voilà. Ouais, complètement.
Bon, en tout cas, voilà, après le niveau sportif, pas toujours rien à dire. De toute façon, je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Non, mais c'était mieux. C'était un peu mieux. C'était un peu mieux, c'est vrai, il y a un peu mieux quand même. Mais voilà, après, il faudra des vraies circonstances de course avec un vrai. Alors, encore une fois, ça peut arriver au Brésil, hein, mais il faudra plus pour marquer des points, clairement, que juste quelques abandons. Et Victoire de Cône et double podium de Steak. Joe devant Bottas pour que ce soit vraiment fun. C'est pas sympa, ça. T'imagines, Voilà. ça les ferait quasiment Du revenir. coup, ça nous placerait presque 7ème steak. C'est ça. Et Bottas serait devant Magnussen. Incroyable. Bon, là, la cote est très élevée quand même. Et on va terminer avec RBF1. Alors, la 16e place de Liam Lawson, l'abandon de Yuki Tsunoda. Ah, alors là, ça va saigner un peu. Un week-end agité pour tout le monde. Hein. Tsunoda a eu un accident en Q2. Il a eu un accident au départ. Alors, on parlait tout à l'heure d'Albon qui avait quelques accidents au départ et globalement. Mais et que Alonso avait abandonné au Mexique l'an dernier. Tsunoda, c'est son 3e abandon au Mexique. Donc en 4 participations. Et c'est son 2e abandon au Mexique au départ. Donc vraiment, c'est un Grand Prix qui lui réussi pas du tout. Malgré le fait que la la V-Carb 01 ce week-end était quand même une voiture très rapide si on en croit les essais du vendredi. Il y a vraiment un potentiel énorme. Au final, Tsunoda se crash, il perturbe le tour de Lawson, donc ils sont éliminés tous les deux en Q2. Il a un accident au départ et derrière Lawson part dans une cabale anti-Pérez pour se faire un nouvel ami après Alonso le week-end dernier. On commence par qui, le japonais? Allez, on commence par Tsunoda. Vas-y. Allez, je commence Alors, par... tu as dit 3 abandons, juste et après je me tais. 3 abandons au Mexique, 3 fois sur collision. Hein. Oui, dont 2 fois au départ du coup sur collision. Et ouais. Bah, Tsunoda, oui, effectivement, tu l'as dit, c'est super essai libre, souvent dans le top 3, top 5, ça promettait effectivement beaucoup. Sachant quand même que RBF1 joue la 6ème place du championnat constructeur face à As, c'était quand même hyper important. Et surtout, il s'affirmait un petit peu plus sur ce circuit-là par rapport à Lawson, qui était un peu plus en difficulté. Donc, on sait que Tsunoda a des choses à prouver pour effectivement peut-être choper le baquet de Pérez. Et on a quand même eu la confirmation, je reviens d'abord un petit peu à ce qui s'est passé avant le Grand Prix, que Honda avait fait pression pour que Tsunoda soit testé chez Red Bull. Horner et Marco ont quand même clairement laissé entendre que ça aura bien lieu après les essais d'Abu Dhabi. Donc, mais effectivement, avec le soutien de Honda, donc c'est là aussi qu'on comprend très bien que sans Honda, Tsunoda n'aurait jamais été testé par Red Bull, que Tsunoda n'a aucune chance de remplacer Sergio Pérez, si Sergio Pérez venait être évincé. Tsunoda est vraiment trop connoté Honda pour que Red Bull le considère. Donc si Pérez doit être évincé, c'est à 99,99% Lawson qui sera promu. Donc voilà, je passe sur cette parenthèse-là. Et s'il fallait encore plus donner des arguments pour ne pas titulariser Tsunoda chez Red Bull, les accidents de Tsunoda en qualification et en course l'ont permis d'être étriés encore une fois par Marco, qui l'a trouvé encore une fois très immature, très instable. Enfin bref, c'était le meilleur argument parfait qui tombait au meilleur moment pour Marco, pour dire que bah non, Tsunoda c'est pas encore ça, que c'est pas digne d'un top team. Et il en fallait pas plus pour ça que voilà, pour vraiment enfoncer définitivement les clous dans le cercueil de Tsunoda pour un baquet chez Red Bull. Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'après effectivement la course de Tsunoda s'est achevée assez rapidement par cette collision à 3 dont il n'avait pas forcément, donc voilà, qui était vraiment un accident de course pour le coup. Petite pensée d'ailleurs au caméraman qui l'a frôlé de son aileron arrière, où la voiture a littéralement épousé la forme de la caméra et du pied de la caméra. C'était assez impressionnant. Il a pas moufté le mec à la caméra parce que là, il continue à la fixer. Hein. Je pense qu'il a pas vu. Je pense qu'il a pas dû voir. Il a pas vu que ça lui arrivait dessus à ce point-là. Ouais. Parce qu'il y a un petit décollage de l'arrière de la RBF1. Donc voilà pour Tsunoda et pour Lawson. Ouais, c'est vrai que ça a été globalement encore un très bon week-end. Alors, il allait un peu loin avec Pérez quand même, parce qu'il le refout dehors une fois que Pérez a foutu dehors et il lui fait un doigt. C'est vrai que c'est pas forcément correct. Surtout pour jouer, je pense que Lawson a intérêt à jouer le contraste avec Tsunoda, et on connaît le côté sanguin de Tsunoda qui s'emporte, et ça a vraiment nuit à sa réputation, y compris auprès du haut management de Red Bull. Et donc, de la part de Lawson, montrer qu'on est aussi sanguin et réagir à chaud, c'est pas le plus intelligent.
Marco Non. a pas apprécié, il a fait la sorte. Bon, d'ailleurs, il s'est excusé après. Oui, il Hein. s'est excusé rapidement, il a dit que le geste c'était pas normal, mais apparemment, on l'a pas vu, j'ai pas eu le temps de regarder sur F1 TV, mais apparemment Pérez a été un petit peu bourrin avec lui le tour d'avant. Donc, Ah bah oui, mais Pérez, de toute façon, il était pas content du tout. Hein, il l'a dit, il n'a pas la bonne approche, il doit rester humble. C'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder la F1. Bon, je pense que Sergio Pérez devrait Bon, regarder quelles étaient, ouais. quelles étaient les qualités de Sergio Pérez en 2011-2012 hein, quand même, parce que c'est ça, exactement. l'humilité ça n'a pas toujours dérangé, ça n'a pas toujours atteint non plus. Donc, Mais bon, c'est quand même un futur champion qui parle. Donc. Pardon, j'avais oublié ce détail. Merci Alex. Alors, juste pour dire effectivement, l'ambiance au sein de la famille Red Bull est pas bonne, parce qu'il a Ah dit ouais. clairement, je n'ai aucune relation avec lui. Donc voilà. Ah non, mais c'est une catastrophe. En plus, alors C'est qu'ils ça. ont fait des RP ensemble le jeudi avec enfin, il y Ouais. avait les deux équipes ensemble, donc vraiment, c'est une catastrophe. Finalement, le plus calme dans la famille Red Bull, c'est Verstappen. Ah oui, c'est un dragon en piste, mais après, à part ça, il est plutôt. Enfin, finalement, Il a été c'est super lui qui cool, dégage le super plus de vrai. sérénité, quoi. Ouais. Ah, Verstappen, il fera un petit truc en commun avec la FIA au Brésil, dans son jour de travail d'intérêt général. D'ailleurs, on a oublié de spécifier. Avec Leclerc. Avec Mais c'est ça, on a Leclerc. oublié de noter que Leclerc a aussi dit fuck, et après il a dit oh non, je vais devoir rejoindre Max. Donc, Ah, il s'est vite rétracté. Ouais, d'ailleurs, il y en a effectivement qui ont fait des gros titres là-dessus, oui. sur le fait que Leclerc pourrait être sous investigation et tout. On en a parlé, nous, dans la conférence de Leclerc le lundi, directement, en disant qu'effectivement, la FIA avait aussi très vite noté qu'il s'était très vite excusé directement en se rendant compte de son mot, et donc je pense que ça va être classé sans suite. Voilà, il faut pas non plus, pour un juron qui sort comme ça, dont on se rend compte en plus, forcément lancer des trucs absolument. Des spéculations sur le fait qu'il pourrait effectivement rejoindre Max Verstappen sur des travaux d'intérêt général. Voilà, faire des gros titres ou faire des gros titres, au bout d'un moment, il y a certains sites qui ont été rachetés d'ailleurs récemment et qui ont changé de ligne éditoriale et qui sont devenus assez pourris à mon avis. Voilà, fin de parenthèse. Et ouais, c'est vrai qu'après, de toute façon, il a été sermonné par un commissaire de la FIA qui est venu le voir un peu comme un pion vient reprendre un élève dans un collège pour lui dire attention, c'est pas bien, et puis voilà, ça ira pas plus loin. Ah, la FIA a encore ramassé avec les dépassements des plafonds de moteur dont on en a parlé. Oui, Enfin, pour des articles de procédure sans vraiment conséquence, ils ont ramassé encore 1 million d'euros sur Honda et Renault. Et depuis, donc vraiment, c'est une bonne affaire. La FIA et Russell mais le gars, a proposé à la FIA avec tous ces sous qu'on prend grâce aux amendes, est-ce qu'on ne paierait pas des commissaires permanents avec? C'est un cercle vicieux parce qu'après, ça veut dire qu'il faudrait infliger un minimum d'amende dans l'année pour pouvoir financer ces commissaires permanents. Donc, je suis pas sûr que l'idée soit vraiment très très bonne. Leclerc, voilà son travail d'intérêt général. non, puis de toute façon, enfin, Mohamed Ben Sulayem va voir la proposition de Russell, il va dire oui, mais du coup, comment on paye les repas de la FIA et les galas de la FIA, parce que c'est à ça que servent les amendes. Donc, au bout d'un moment, il y a un sens des priorités, quoi, des commissaires. Bon. Alors, il n'y aura peut-être pas de repas de la FIA cette année, hein, vu que c'est en train de tourner un peu la catastrophe sanitaire au Rwanda. Et que Ben Sulayem continue à maintenir qu'il y aura bien une cérémonie de la FIA là-bas. Et que Verstappen, parce qu'on n'avait pas parlé la semaine dernière, on avait un peu zappé, Verstappen a quand même menacé de ne pas y aller, Oui. qu'il soit champion du monde ou pas. Et je pense qu'à juste titre, il a totalement raison. Donc, même si, effectivement, pour la beauté du geste et de l'inclusion, tout ça, ce serait quand même très très bien de Après, on peut faire une cérémonie. avion, taxi, salle de congé. Ouais. C'est ça. Bon, après, C'est bien. après, tu rencontres toujours quand même des personnes qui sont sur place, des serveurs ou autres, du personnel logistique et tout ça. Et forcément, ça pose quand même d'autres soucis. Donc, je peux comprendre effectivement les réticences. Après, il a dit aussi, là, c'est aussi même les gens doivent payer pour ça. Il n'a pas compris parce qu'en plus, tu es invité, tu as gagné un trophée. Alors pour eux qui gagnent très bien leur vie, désolé pour la digression, c'est pas un souci de se payer l'avion, l'hôtel et compagnie. Mais pour des pilotes de karting, qui sont adolescents, qui n'ont pas des milliers de cents, pour eux, ces gens-là doivent se payer leurs avions, leurs hôtels et tout ça. Et donc voilà. Et donc là, Verstappen a effectivement mis le point sur les i aussi en disant ce serait la FIA de devoir payer tout ça. Ouais. Et je crois que Ben Sulayem n'a pas trop apprécié non plus cette sortie dans la presse. Voilà. Voilà, 600 000 euros d'amende. Paf. Voilà, en tout cas, c'était notre débrief du Grand Prix du Mexique.
Alors moi je sais que j'avais dit, je sais plus ce que vous avez dit, enfin ce que tu avais dit Franck comme pronostic pour le Mexique. Moi j'avais dit Leclerc hein, de mémoire. Donc, Je crois que j'avais dit pareil aussi. Donc, ouais, donc on a été sur la bonne équipe, hein, on Ouais. a déjà une partie du truc qui était juste. Petit prono pour le sprint et la course du Brésil, messieurs, et promis la semaine prochaine je regarderai ce qu'on avait dit, comme ça je le noterai. Pour qu'on Ouais, puisse... pas facile s'il pleut, etc. Est-ce que tu maintiens ton Ocon Joe Bottas, Alex? Je pense que je vais changer d'avis, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit doute. J'ai dit ça sous l'effet de l'euphorie. Non, bah, je vais dire Norris, Leclerc, Sainz. moi, je reste sur la dynamique Ferrari, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change. Leclerc, Sainz, Norris. Donc pas de Verstappen sur le podium pour le moment. Ouais. Il n'y en aura pas avec moi non plus. Moi, je vais dire Leclerc, Norris, Russell. Non, Piastri, pardon, Piastri. Ouais. Tu, Leclerc, tu vois, tu vois une remontée de McLaren, toi, un petit peu quand même. ouais, je vois un petit peu de remontée de McLaren quand même. Et je vois encore, je vois un accrochage entre Sainz et Verstappen, ou en tout cas un... Je vois. Ouais, bah là, je vois. c'est de la pure divination. Hein. C'est- voilà, j'inclus ça dans mon pronostic. Moi, je prédis une stake dans le top 3, mais en EL2 quand il pleuvra et quand on fera des tours. Et qui seront 6 à rouler. Tu as le droit de faire, tu as le droit de faire je vois, parce que je suis qui ressemble plus à une boule de cristal. Voilà. Ouais, non, je Moi, pense par que... contre, si c'est vraiment Ocon qui gagne, je serais dégoûté. Enfin, non, Ah bah là, je serais dégoûté pour Ocon, mais... Je pense que c'est Gasly qui fait la gueule quand même. Mais après, je pense que pour avoir un Ocon, même un Ocon en gagnant et une stake sur le podium, il faudrait un Grand Prix façon Monaco 96 où ils sont 3 à l'arrivée, quoi, concrètement. Parce que c'est quand même dans le domaine de la science-fiction. Ah oui, là oui, quand même. Mais bon. Mais bon, on a déjà vu plus surprenant, donc pourquoi pas. Tu penses que c'est plus probable une stake sur un podium ou Perez sur un podium? Wow. Dans la dynamique actuelle des choses, je vais dire la stake. Moi, j'irais Bottas, mais pas Joe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a quand même 8 dixièmes entre les deux à la régulière. Joe, C'est là que c'est un peu Perez le- peut se mettre. Joe, c'est un peu le Perez de stake. C'est vrai. Bon, on verra ce dimanche si on a raison. Des horaires un petit peu plus Europe friendly, mais encore un petit peu décalés. On aura, alors je les ai plus exactement, mais c'est en fin d'après-midi globalement que tout se jouera. La course est à 19h de mémoire. La qualif est à 19h aussi, si je dis pas de bêtises. Ou course à 18, je sais plus. Mais de toute façon, tout sera noté sur Next Gen à partir de demain. 18h le Grand Prix, donc c'est ça, 19h la qualif, 18h le Grand Prix. Nous, on se retrouvera évidemment comme depuis le début. Comment? Il y a le sprint à 15h aussi. Ouais, aussi. Donc c'est vrai que oui, c'est un week-end de sprint. Le 5e des 6 week-ends de sprint de la saison. Le 21e des 24 week-ends de Grand Prix de la saison. Alors, il ne faut pas oublier que si on était en 2021, ce serait la dernière course de la saison. Mais là, il nous restera encore un triple header après. Et au moins, c'est intéressant. Parce que Ouais, là, il y a moi, des c'est vrais intéressant. enjeux. Et puis, Au moins, il y a des Brésil, enjeux, il y a toujours du suspense. spectacle. Là, on a 3 équipes qui peuvent lutter pour la victoire. On a franchement, en début d'année, on pensait que la saison serait beaucoup plus longue sur la fin. Ben là, finalement, on a presque un sentiment de voilà, pourquoi pas. On en veut encore. From a raison, on veut le 30 Grand Prix. Et du coup, quand tu dis 3 équipes qui luttent pour la victoire, c'est Alpine, Stake et... Non, Et Perez. Ah oui, c'est ça. Et Red Bull. Bull. Ah là là. Bon, Et- et ben en tout cas, ouais, nous on se retrouve mardi prochain, 20h30, même heure, même endroit, et puis on va un petit. John Smith dit un petit mot de félicitations pour moi et pour Next Gen, hein, parce que derrière il y a du boulot, pour les lives le samedi à 23h et le dimanche à 21h. C'est vrai que c'est pas, ça oblige de se décaler un peu, mais bon, on est habitué. Il n'y a pas que ça non plus, il y a aussi tout le travail qu'il y a derrière. Ouais. Parce que vous retrouvez toutes les réactions quand même jusqu'à Parce 1h ou 2h du mat. Une fois que la course est finie, il reste à peu près 2 à 3 heures de taf selon les journées que c'est. Et oui, on finit assez tard hein, globalement sur ces week-ends-là, mais bon, après, c'est. Comme, Voilà. comme disait France Tost, hein, si on n'est pas content. Exact. En burn-out, c'est que vous êtes faible et que vous l'avez mérité. Ouais. Qui ça? France Tost. Voilà. Ah, ok, pardon.
Il n'y a que sur Next Gen Auto que vous retrouvez les réactions des 20 pilotes, voire même des 25 pilotes le vendredi. Ouais, c'est vrai. Et ça, voilà, je tiens quand même à signaler parce que c'est le boulot de tout le monde, évidemment, de toute la rédac. Et voilà, la motivation et la détermination depuis 15 ans, parce que c'est la 4e saison quand même de Next Gen. Et on vous remercie d'être toujours aussi fidèle Tout à fait. au site. Voilà. C'est vrai que si vous êtes fan, et là je suis très sérieux, mais si vous êtes fan de RBF1 ou de Steak, c'est bien chez nous. Vous allez avoir, non mais c'est bien chez nous. Vous aurez toutes les infos, tous les résultats et C'est toutes ça. les déclarations des équipes, parce que les autres, malheureusement, après chacun ses lignes éditoriales, c'est pas une critique, mais tout le monde ne relaie pas, et c'est vrai que des fois ces équipes-là sont un peu passées sous silence, et nous on considère quand même que Il y a aussi des Oui. conférences de presse des patrons C'est ça. Ouais. le vendredi où il y a beaucoup de détails intéressants aussi qui passent souvent sur le radar. Par exemple, il y avait les tests des pneus Pirelli pour l'an prochain, c'était très intéressant aussi. C'est des Et détails ce un n'est peu techniques. ouais, c'est ça. Et ce n'est pas au détriment des autres infos, puisque vous avez à peu près tout, je pense, grosso modo, sur l'actualité dans les coulisses et tout ça. Donc voilà, donc c'est toujours un Ouais, gros boulot, sauf- c'est toujours très prenant. Voilà, Sauf les girlfriends, ça, on laisse ça à d'autres. c'est ça. Et donc voilà, comme je disais, on se retrouve mardi prochain pour la 21e émission Grand Prix de la saison. Et d'ici là, passez un bon week-end de Grand Prix du Brésil, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis profitez bien de ce qui devrait être encore une nouvelle fois un week-end de Formule 1 très animé. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Merci Franck, merci Merci. Alex. Et Merci. puis, Merci à tous. Bye à très bye. vite. Ciao. Ciao. Ciao.